on parle beaucoup de l'algo comme le mystère de l'algo, mais en fait l'algo, moi je trouve qu'il est vachement aligné avec le cerveau humain. Et en fait moi je n'avais aucun de mes potes qui était sur TikTok. Donc je pouvais faire ce que je voulais. Je ne parlerais qu'à des inconnus et personne se foutrait de moi parce que ils me connaissent pas. Moi j'ai toujours aimé beaucoup mes haters, tu vois, parce que déjà ils mettent mes vidéos en avant, parce qu'ils réagissent, ils engagent vachement. Ouais. Et surtout ils me créent un ennemi, tu vois, que je peux combattre. Ouais. Et donc c'est génial d'avoir un ennemi parce qu'en fait tu fédères, tu vois, ta communauté autour de cet ennemi commun. Salut, c'est Armand. Et Max, tu es bien sur REC, le podcast des créateurs de contenu sur lequel on discute de ce sujet qui nous fait tant kiffer, la creator economy. Aujourd'hui, on est avec Dorian qui a plus de 800 000 abonnés sur ses réseaux, notamment TikTok et Instagram, à qui il partage des tips business et tech. Dorian va te raconter son passage de HEC à la vie de créateur de contenu et va t'en dire un peu plus sur comment le Web3 va bouleverser ta vie de créateur. On espère que tu vas kiffer la conversation autant qu'on l'a kiffé. Bonne écoute. Je vais direct dans le vif du sujet. Tu recommandes beaucoup d'outils sur ton compte TikTok. Pour un créateur de contenu, d'après toi, ce serait quoi l'outil le plus important ? Grosse question. Pour un créateur de contenu, évidemment, c'est tout ce qui peut avoir son iPhone. Donc, on va te dire, bon, évidemment, TikTok, parce que c'est un outil. Ouais. C'est un outil qui te permet de faire des putains de vidéos sur des putains de musique et de toucher des putains de milliers, voire des millions de personnes. Donc, c'est ça l'outil final. Et toi, t'en es arrivé comment à TikTok ? Premier confinement, tu dors et tu te réveilles un jour, tu te dis j'installe TikTok. Comment ça se passe ? C'est une longue histoire, c'est une très longue histoire. J'avais monté deux boîtes pendant mes études à HEC en dernière année. Ça a été un fiasco total. On a fait toutes les conneries qu'on pouvait faire. Toutes les erreurs qu'on nous avait dit en cours de pas faire, mais on les a faites une par une. Et on a arrêté au bout d'1 an et demi. Ça a été assez difficile, tu vois, comme moment. Et en fait, je me suis dit que j'allais documenter un peu mon échec et les leçons de cet échec sur TikTok. Tout ce que j'avais appris, tu vois, à HEC en cours et pendant la création de ma boîte. Et en fait, le truc a vachement bien résonné. Je pense qu'il y a une certaine fascination, tu vois. Déjà, l'échec, on en parle assez peu en France et c'était assez cool de commencer comme ça et d'en parler de manière décomplexée. Et ensuite, on a une certaine fascination, tu vois, sur tout ce qui se passe dans les grandes écoles. À HEC, c'est un sujet qui est assez polarisant. Il y avait beaucoup d'amour et beaucoup de haine en même temps au début parce que je parlais beaucoup d'HEC, de ce que j'avais appris là-bas. Et moi, mon but, c'était vraiment de partager et d'ouvrir ça, tu vois. De partager toutes les leçons qu'on avait eues des plus grands profs, des plus grands entrepreneurs à HEC. Et en fait, ça a bien résonné. Et ce qui est cool, c'est que quand ta première vidéo, elle fonctionne, après, t'es complètement accro. Ouais. Et donc, le job devient très, très simple. En fait, j'ai eu mon premier buzz avec des guillemets, tu vois, mais peut-être la première semaine. Ce qui est très dur, c'est quand le premier buzz, il arrive au bout de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a des gens qui ont la résilience, tu vois, pour arriver jusque-là. Moi, je sais pas si ça aurait été mon cas, mais en tout cas, le fait d'avoir une première vidéo la première semaine qui explose, en fait, ça te motive. C'est quoi ta première vidéo qui a pris ? J'allais dire, tu t'en souviens ? Je sais même plus. Je pense que c'était 3 choses. Oui, tu iras voir peut-être 3 choses qu'on apprend à HEC ou 3 secrets absolument incroyables qu'on apprend à HEC. Mais du coup, tu te souviens de la sensation que t'as eue quand t'as, entre guillemets, percé et tu t'es dit, putain, c'est cool, il se passe un truc. Ah bah ouais, non, mais c'est complètement vertigineux. Ouais. Tu passes la nuit à regarder tous les commentaires, ça s'arrête pas. À l'époque, j'avais encore les notifications, parce que maintenant, j'ai coupé toutes les notifications de mon téléphone, parce que sinon, ma santé mentale, elle chute. Et à l'époque, j'avais toutes les notifs. Et donc, toutes les secondes, ding, 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 ding. Et tu vois tous les likes qui s'accumulent, les commentaires, les réactions, tes premiers haters, tu vois. Sur les premiers haters, moi j'ai toujours aimé beaucoup mes haters, tu vois, parce que déjà ils mettent mes vidéos en avant, parce qu'ils réagissent, ils engagent vachement. Ouais. Et surtout ils me créent un ennemi, tu vois, que je peux combattre. Ouais. Et donc c'est génial d'avoir un ennemi, parce qu'en fait tu fédères, tu vois, ta communauté autour de cet ennemi commun. Et ouais, donc t'as toutes ces sensations-là, c'est un gros chaos, hein. C'est assez chaotique ce qui se passe sur TikTok. Est-ce qu'il y a un commentaire de hater dont tu te souviens ou qui t'a vraiment marqué, qui t'a mis un peu C'est une bonne question. J'ai jamais beaucoup trop lu les haters. Non, mais il y a beaucoup de gens qui sont défaitistes. Ouais. C'est-à-dire que moi, je vais partager, tu vois, une astuce ou quelque chose que j'ai appris à HEC ou un conseil qui peut vraiment être utilisé, tu vois, et faire du bien à des milliers de personnes. Et t'as beaucoup de gens qui sont pas capables de voir la valeur là-dedans. Et par exemple, ils vont te critiquer à HEC. Ils vont te dire, tu sais, tu te tues à donner un super conseil, essayer de trouver un truc et tout ça. Et il y a des gens qui vont te dire, oui, mais ton diplôme à HEC, tu l'as payé, ça coûte 15 000 euros, t'es un gosse de riche, machin, enfin tout ce que tu veux, tu vois. Et ça, c'est un peu douloureux parce que tu te tues, tu sais, à essayer de donner des bons conseils pour rendre ça accessible à tous. Et t'en as toujours qui vont rester bloqués, tu vois, sur le symbole d'HEC, alors qu'on sait tous aujourd'hui que c'est pas si important que ça, tu vois. Il y a tellement de ressources en ligne, il y a tellement de moyens de se former, d'apprendre des trucs, à faire des trucs incroyables, que ça a plus de sens, tu vois, de combattre les grandes écoles.
dès le début, c'était quoi ta ligne édito quand tu t'es mis à... Enfin, si t'avais un semblant de ligne édito au début, parce que quand t'es au début, forcément, tu sais pas trop dans quelle direction tu pars, mais c'est quoi Tu t'es dit, ok, sur ma chaîne, je vais partager ça. C'est quoi ta... Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux qui ont une vraie stratégie, tu vois, qui disent ma niche, c'est ça, je vais aborder tel axe, tel angle. Moi, j'y suis allé vraiment en freestyle complet. C'est-à-dire que je partageais un peu ce que j'avais appris à HEC en tant qu'entrepreneur, mais vraiment, je m'étais laissé une liberté totale et j'étais vachement agnostique en termes de sujet, tant que ça parle de faire des choses cool. L'entrepreneuriat, du digital... Ça, c'était mes sujets, tu vois, et je voulais pas parler de choses que je connaissais pas. Mais donc, je suis resté extrêmement large, et jusqu'à aujourd'hui, tu vois, si tu vas sur mon compte TikTok ou Instagram, tu verras que je parle de plein de sujets différents. Ça va de partir en vacances moins cher, grâce à des petites astuces que je vous partagerai en off si vous voulez, ou sur TikTok si vous allez voir, jusqu'au Web3 et les mecs qui créent des métaverses aujourd'hui pour qu'on vive dedans peut-être dans 15 ans, tu vois. Donc rester le plus large possible, mais parler d'entrepreneuriat, parler d'argent, ce qui n'est pas tout le temps évident, tu vois, sur les réseaux sociaux, et parler de digital. C'est du coup une volonté de ta part de rester quelque part généraliste en disant bah en fait je peux continuer à aborder plein de sujets qui moi m'intéressent parce que moi je suis un généraliste, ou est-ce que c'est un peu stratégique et de te dire bah en fait j'ai envie de toucher énormément de gens et donc j'ai une stratégie de me dire je veux tout avoir des sujets très grand public pour mon audience. C'est une bonne question. Alors le point stratégie, disons pour moi, enfin mon but quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux, c'est de comprendre comment ça marchait. C'est-à-dire que je voulais explorer ce milieu-là et comprendre comment est-ce qu'on fédère une communauté, comment est-ce qu'on fédère une audience, parce que je pense que c'est un talent qui est vraiment essentiel aujourd'hui quand tu es entrepreneur, d'être capable de fédérer une communauté et de parler à la masse, tu vois. Donc il n'y a pas vraiment une stratégie de me dire je vais cibler telle niche ou je vais avoir une audience très large. Juste, je voulais comprendre comment ça marchait. Et en fait, ça m'a poussé à faire plein de formats différents, à tester plein de choses différentes, à toucher à plein de sujets différents. Et en fait, ça me permettait de comprendre comment toute cette machine géante, tu vois, elle fonctionnait, quoi. Si demain tu rencontres ma grand-mère, qui est une charmante personne dans ma vie, et qu'elle te dit bonjour Dorian, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu lui dis quoi? Ça c'est la question. Ça a été très dur au repas de famille d'expliquer ce que je faisais au début, leur faire comprendre, tu vois, que ça a un impact, que c'est quelque chose qui dans le monde des jeunes est important, tu vois, c'est un gros sujet. Non, je pense que je dirais que j'aide les gens à monter des projets, à monter des boîtes. C'est comme ça que je me définis. Je me définis pas comme influenceur, comme créateur de contenu. Ouais. Juste, j'utilise un média qui existe aujourd'hui et sur lequel l'attention des gens est focalisée, quoi. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Et juste, je les aide à lancer des projets de 0 à 1. Ok. Ça prend quelle forme concrètement, outre les vidéos? Est-ce que tu fais du coaching d'entrepreneurs? Est-ce que j'ai cru comprendre que tu intervenais où tu voulais intervenir dans des incubateurs, etc. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bah ça m'arrive de manière très ponctuelle, hein. Ouais. Mais j'ai donné pas mal de conseils. J'ai été dans des jurys pour pas mal de concours d'entrepreneuriat. J'ai été mentor sur certains programmes à HEC. Ce qui est assez marrant là-dessus, c'est que tu peux résumer, tu vois, les conneries des jeunes entrepreneurs que moi j'ai faites aussi. Il y a peut-être... ils vont toujours faire les mêmes conneries. Toujours les mêmes 5 conneries qui reviennent, tu vois. T'as des mecs qui ont une solution formidable, un problème qui n'existe pas, tu vois. Et donc c'est assez facile de coacher des jeunes entrepreneurs, et en même temps assez dur, parce que c'est des gens qui ont une vision, qui pensent qu'ils peuvent changer le monde. Ça demande beaucoup d'ego, tu vois, de penser que tu peux changer le monde avec ton action. Et donc parfois c'est assez dur de leur parler. Et en fait, il faut trouver cette ligne entre deux. Mais donc ouais, j'ai coaché pas mal de personnes, mais de manière ponctuelle et vachement informelle. Ok, mais j'imagine que tu as aussi des créateurs qui viennent te voir et qui te disent « Ouais Dorian, je galère un peu, qu'est-ce que je peux faire ?» Qu'est-ce que tu regardes en premier, ou c'est quoi peut-être le conseil que tu as le plus donné à des créateurs de contenu? C'est une bonne question. J'ai lancé pas mal de copains sur les réseaux sociaux parce que tout le monde me demande, maintenant qu'ils ont vu que j'avais réussi, ils veulent les conseils. Moi, l'approche que j'ai adoptée au début, c'était de penser mes contenus comme une pub. Donc moi, je m'étais formé un peu à la pub, les pubs sur Facebook de 15 secondes, format vertical qu'on voit, qui essaie de nous vendre des brosses à dents, le télé-shopping, tu vois, téléachat. Ouais. C'est la masterclass de la pub. T'allumes ta télé, tu regardes télé-shopping et tu comprends tout, tu vois. Et en fait, tu comprends comment faire un bon TikTok, c'est-à-dire une bonne accroche. T'as 1 seconde pour capter l'attention dans un monde qui est saturé, tu vois, on essaie de nous vendre des trucs partout. TikTok, c'est un peu la même chose, tu dois te battre pour avoir l'attention des gens, et donc t'as 1 seconde pour les convaincre. Après, tu déroules, tu crées une tension, tu crées un rythme, il faut que ça aille vite, tu cuts toutes les 2-3 secondes, tu retires chaque phrase qui n'ajoute pas au sens de la vidéo et qui n'est pas essentielle. Et à la fin, call to action,
Donc, incitation à l'action, abonnez-vous, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Ça, c'est le framework stratégique, tu vois. Après, le deuxième conseil, c'est marrez-vous dans ce que vous faites. Genre, appliquez la stratégie et surtout marrez-vous parce que ça demande de poster tous les jours, d'être extrêmement régulier. Ça demande une certaine résilience, même si c'est pas des horaires comme on a chez Google ou chez YouTube. Mais pour être là tous les jours et motiver tous les jours et avoir cette passion de partager des choses qui nous tiennent à cœur, t'as intérêt à vraiment aimer ce que tu fais. Ouais. Donc y aller de manière opportuniste, ça tient peut-être 1 mois, 2 mois, mais après tu t'épuises. J'aime beaucoup l'analogie TikTok, téléshopping. Ouais. Je pense que c'est un truc que nos grands-mères comprendraient justement. Je dis, en fait, mamie, je fais du téléshopping, mais c'est sur TikTok. Ils comprendraient, mais je suis pas sûr qu'ils seraient vraiment fans non plus. Et à ce sujet, justement, pour parler un peu du regard des autres et peut-être de ton entourage proche, quand tu t'es lancé, surtout sortant d'un parcours prestigieux, HEC, etc., quand tu dis à tes parents ou ton entourage très proche, tes amis proches, que tu vas en fait pas forcément devenir consultant ou banquier d'affaires ou je sais pas quoi, mais que tu vas faire ce que tu fais aujourd'hui, c'est quoi les réactions? Ça, c'est un gros sujet. Bon, moi, du côté de ma famille, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai une famille assez libre. Mes parents bossent dans le milieu de l'art. J'ai toujours eu un côté assez artiste, fait du piano, de la photo, pas mal de choses. Et donc, dans mon cadre familial, j'ai la liberté de faire ce que je veux. Et ça a été la base, tu vois, pour moi, pour me marrer et me retrouver là où je suis aujourd'hui. C'était un peu paradoxal pour moi de me retrouver à HEC. Et de ce côté-là, c'était un peu plus compliqué. Déjà, lancer une boîte pendant tes études, c'est un truc qui est pas courant à HEC. On te dit, va faire du conseil, va en finance, et tu lanceras ta boîte le jour où tu auras fait ton burn-out 2 ans plus tard. C'est d'ailleurs le parcours typique de tous les entrepreneurs que tu vois qu'on réussit. Ils ont fait 2-3 ans en conseil, ils se sont grillés, et après ils vont monter leur boîte, quête de sens, et faire quelque chose de grand. Donc déjà, ça c'était impopulaire, tu vois. C'était assez dur, parce que t'es seul, tes amis ne te comprennent plus, parce qu'ils sont en banque, en conseil, ils ont leurs problèmes à eux, mais les tiens, ils peuvent pas les appréhender. Donc t'as une certaine solitude, et en plus quand tu vas sur TikTok, là tu passes carrément le cap d'après, tu vois. Ce qui était sécurisant pour moi au début, c'est que je me suis lancé sur TikTok il y a 1 an et demi. Moi aujourd'hui j'ai 25 ans, et en fait il y a 1 an et demi, c'était l'époque où pas grand monde était sur TikTok. Les moins de 18 ans y étaient, mais pas beaucoup de personnes plus vieilles. Et en fait moi je n'avais aucun de mes potes qui était sur TikTok. Donc je pouvais faire ce que je voulais. Je ne parlerais qu'à des inconnus, et personne se foutrait de moi parce que ils me connaissent pas. Et vu qu'ils me connaissent pas, je m'en fous, tu vois. Je suis arrivé sur Instagram 3 mois plus tard, mais j'avais déjà 150 000 personnes sur TikTok qui me suivaient, tu vois. Donc j'avais déjà prouvé que ça marchait. Et donc là, c'est beaucoup plus simple d'aller voir ses potes en leur disant les gars, pendant 3 mois, j'ai bossé sur un truc. Regardez, il y a 150 000 personnes qui m'écoutent tous les jours. C'est plus simple dans ce sens-là. Je pense que ça aurait été plus dur, tu vois, si j'avais eu mes potes. Devoir te lancer sur Instagram tout de suite, par exemple. Ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué, mais il y a un moment où il faut se battre, tu vois. Genre, si c'était facile, on le ferait pas. C'est sûr. En fait, c'est fascinant ce truc parce que, tu vois, la seule barrière à l'entrée des réseaux sociaux, c'est la capacité à montrer sa tête. Et la capacité à accepter les critiques et à durer là-dedans, tu vois. Mais globalement, n'importe qui, s'il accepte de montrer sa tête, et donc que ses potes se foutent de sa gueule au début, qu'il fasse aux critiques et tout ça, en fait, n'importe qui peut y arriver. Et c'est une barrière à l'entrée formidable, parce que c'est pas une question de compétence, tu vois, c'est une question de courage. Et donc, si t'as un peu de courage, comme vous l'avez avec votre podcast et vos comptes, en fait, tu peux dynamiter une industrie, tu peux convaincre des milliers de personnes de t'écouter. Et c'est incroyable. Genre, c'est du média sans permission. Il y a 10 ans, tu voulais être célèbre, fallait devenir journaliste, faire partie du top 1% qui allait pouvoir bosser dans la télé, puis dans ce top 1% du top 1% qui allait pouvoir passer sur un plateau un jour. N'importe qui a un plateau télé dans sa main maintenant. C'est hallucinant. Et c'est trop con de pas saisir cette chance parce qu'on a peur du regard des autres, tu vois. Enfin, il y a des tonnes de chaînes télé qui rêveraient d'avoir les audiences de certains youtubeurs. Ah, mais c'est clair. En termes de chiffres d'aujourd'hui, la tendance est clairement inversée. C'est clair. J'allais juste dire, au final, nous, en tout cas moi dans mon entourage, mes potes, ils l'ont accepté super vite, tu vois. C'est plus, tu reçois des commentaires un peu de haters, bien sûr. mais ça, tu prends de la distance parce que tu te dis, le gars, je le connais pas, donc je m'en fous de son avis sur la question. Non, c'est clair. Et je l'ai trouvé, moi, mon entourage, plutôt encourageant. Il y a un truc que nous disait Ulysse aussi dans un précédent podcast, il disait accorde de l'attention seulement aux personnes que tu veux impressionner. C'est quelqu'un qui te critique, mais en fait, lui, il se montre pas sur les réseaux, il fait rien de mieux, etc. Donc, il n'y a pas vraiment d'attention. C'est clair. Je trouvais ça intéressant.
J'ai un peu un slogan là en ce moment, c'est faites des trucs cool et il vous arrivera des trucs cool. Je crois que on m'a dit que c'est Oussama Hamar qui avait dit ça dans une interview. J'étais pas au courant, mais on m'a dit ça hier, donc apparemment j'ai volé la phrase à Oussama Hamar sans le vouloir, mais ça lui ressemble bien en tout cas. Il a tombé dessus là. Ouais, exactement. Mais ouais, faites des trucs cool, il vous arrivera des trucs cool, tu vois. On peut pas tout avoir sans rien faire. Ouais. Ça, c'est un message que j'essaye de faire passer pas mal sur TikTok, sur Insta. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les choses seront évidentes et faciles, mais c'est pas le cas. Raconte-nous un peu peut-être des opportunités que ça a débloqué, des rencontres ou des événements marquants, des trucs cool qui te sont arrivés justement parce que tu t'étais lancé. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses. L'année, elle était super dense. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs. Là, je suis en train de lancer un format d'interview que j'ai commencé il y a quelques mois, mais tu vois, typiquement, j'ai interviewé Oussama Hamar. Et c'est assez marrant qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, tu vois. Moi, Oussama Hamar, j'étais en études et je regardais ses vidéos et ça me faisait marrer, quoi. Ça me changeait du contexte un peu sérieux, un peu formel, HEC, études élitistes, tout ce que tu veux. Et je trouvais qu'il décomplexait vachement l'entrepreneuriat, tu vois. Et au final, je me retrouve à une soirée avec lui, je me retrouve à l'interviewer, je me retrouve sur le lancement d'une campagne de NFT qu'il a fait il y a pas longtemps. Et ça, c'est des belles opportunités, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, tu passes pas du rêve, tu vois, mais de regarder ces gens-là qu'on admire pas, mais en tout cas qu'on écoute parce qu'ils ont un message à nous faire passer, à créer le message avec eux. Et ça, c'est extrêmement cool. Et en fait, des opportunités comme ça, en 1 an et demi, tu vois, j'en ai eu énormément. Si vraiment vous voulez accélérer votre vie aujourd'hui, lancez un podcast, mettez-vous à créer du contenu, vous allez rencontrer toutes les personnes qu'il faut rencontrer. Ouais. Et ça, c'est assez dingue. Ça te fait un accès privilégié à n'importe qui. C'est vrai. Ous, je sais que tu écoutes ce podcast, donc tu es dans les prochains invités. Ouais, non, complètement. Nous aussi, il nous arrivait des trucs assez fous, rencontrer des gens, être invité à des événements, te rencontrer toi, et tu vois, et c'est trop cool. Et si tu le fais pas, ce qui est dingue aussi, c'est de te dire que ça tient à un moment donné où tu te dis, bon, est-ce que je fais ma première vidéo ou je la fais pas? Ouais. Tu dis, ok, je franchis le cap, je la fais. T'as de la chance, la première vidéo marche bien, et t'es tombé dans le truc. Et une fois que t'es dedans, tu continues, tu persévères, et il y a des opportunités incroyables qui peuvent en être. C'est clair, tout ça pour une vidéo. Ouais. Tout ça pour avoir le courage de prendre son téléphone et de monter un petit truc qui est certainement pourri au début et de l'envoyer sur la toile, quoi. Notre première vidéo qui est toujours sur notre profil, n'allez pas la regarder, elle est vraiment éclatée. C'était quoi la première vidéo? C'était un mème, je sais pas si tu te souviens des chansons, enfin des musiques là, This is Elon Musk. Tu vois, et on avait fait un truc que j'ai surutilisé évidemment. Ouais. Donc on était chez moi en train de tourner une vidéo longue parce que tout début on voulait se lancer sur un format YouTube plus traditionnel avec des vidéos longues. Ouais. On a essayé pendant des heures et des heures de faire un script et on a compris que c'était un vrai métier. Les darons, quoi. Ouais, c'était terrible. Ils veulent faire du YouTube. et on a vite compris. Mais c'était marrant, on s'est dit on va le poster, ça va être notre premier TikTok, et ça a été le point de départ du compte qui s'appelle Armand et Max aujourd'hui, qui fait plein de vidéos, et c'est dingue de dire que ça part de là, quoi. Moi j'étais plus de la team mec, t'es sérieux, on va pas poster ça, qu'est-ce que tu fous? Et au final c'est vrai que c'était vous l'avez fait, on est là. On départ. Ouais, carrément. Pour revenir sur HEC, tu parlais de tout ce que tu as appris, que tu veux transmettre, etc. Comment, j'allais dire ta carrière, tes études chez HEC, qu'est-ce que ça t'a appris pour aujourd'hui être un meilleur créateur de contenu? C'est une bonne question. Elle est technique, celle-là. C'est super dur de faire les liens, je trouve. Ouais. Ça peut être pas forcément dans les liens de créer du contenu, mais peut-être dans les liens de gérer ton business de créateur de contenu. Ouais, non, mais je pense que tu as un truc assez global à HEC qui te... En fait, quand tu sors d'HEC, tu penses que tout est possible. Et c'est aussi ça que tu achètes, tu vois. Évidemment, tu payes pour un diplôme, pour des cours qui sont bons, moi je trouve. Il y a beaucoup de HEC bashing, tu vois, les cours sont pas ouf et tout ça. Moi je trouve que les cours ont été très bons, les intervenants très bons. Le réseau, tu rencontres des gens incroyables, mais en fait tu ressors avec la conviction que peu importe ce que tu fais, tu retomberas sur tes pattes. Donc déjà tu as une sécurité parce que tu as un diplôme qui te permet de faire beaucoup de choses après, mais surtout tu as une confiance en toi qui te dit ok, c'est peut-être illusoire comme truc, mais tu te dis j'ai pu rentrer à HEC, j'ai pu faire tout ça, j'ai pu rencontrer toutes ces personnes-là, donc ça va marcher. Cette confiance, je pense que c'est le principal truc qui a fait que j'ai été capable de me lancer, tu vois. Ouais. Même si c'était pas forcément populaire à HEC de se lancer sur ces sujets-là, en fait, tu t'en fous. Parce que tu te sens suffisamment fort, tu vois, pour pouvoir le faire et encaisser les coups. Et ça, c'est un truc putain de fort, tu vois. Est-ce que t'as des... Bon, je vais peut-être chercher un peu loin, mais est-ce que t'as des learnings de certains de tes cours, de certains de tes profs, où tu t'es dit, tiens, aujourd'hui, en fait...
ma vie, je suis pas du tout dans la vie à laquelle je m'étais destiné en étant chez HEC, mais en fait, il y a certains trucs auxquels j'arrive à me rattacher, de me dire, bah, grâce à ces trucs-là, aujourd'hui, je m'en sers encore, en fait. Alors écoute, c'est pas les cours de compta qui m'ont aidé à devenir un bon créateur de contenu, mais non, il y a pas mal de... En fait, à HEC, ils ont cette obsession de créer de la valeur. Moi, les cours d'entrepreneuriat que j'ai eus étaient axés sur créer de la valeur pour les gens. Et si tu crées de la valeur pour les gens, les choses, elles vont bien se goupiller pour toi, globalement. Parce que ça veut dire que tu trouves ta place dans le monde. Tu peux apporter quelque chose aux gens. Et moi, j'ai vraiment commencé comme ça, tu vois, sur TikTok, sur Instagram, c'était vraiment d'apporter de la valeur. C'est, ok, qu'est-ce que les gens se posent comme question quand ils veulent lancer un site web, lancer leur première activité, trouver leur premier fournisseur, toutes ces choses-là. Et ouais, apporter de la valeur, c'est peut-être le conseil le plus basique et pourtant le plus important, tu vois, à retenir de tous les cours que j'ai eus. C'est un conseil que tu peux entendre partout. Hein. Ouais. Mais c'est un conseil que j'ai eu à HEC, ils nous ont fait comprendre que c'était vraiment essentiel. Quoi. Après, je pense que tu l'entends et tu le comprends et tu l'intègres. Bien sûr. Tu as différents niveaux. Parce qu'apporter de la valeur, parfois tu te dis, bah ouais, je fais telle vidéo, ça apporte de la valeur. Mais non, concrètement, il faut que tu arrives à un certain niveau de granularité, tu vois, dans ton analyse et te dire, ok, quelle valeur j'apporte en 15 secondes, en 45 secondes. Tu peux pas apporter le même niveau de valeur entre une vidéo de 15 secondes et de 3 minutes et de 45 minutes. Il faut que tu sois assez alerte vis-à-vis de ça. Parce que tu as beaucoup d'entrepreneurs, je disais tout à l'heure, qui ont des solutions formidables à des problèmes qui n'existent pas. Ils pensent apporter une valeur de dingue, mais au final, ils n'en apportent pas. Donc là, il faut que tu ailles chercher du feedback. Et ce qui est bien avec TikTok, c'est que ça donne un feedback instant. Si tu apportes de la valeur, boum, 100 000 vues. Ou 200, ou 500, ou 3 millions. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment un mec comme toi, Follow Dorian, vit aujourd'hui? De quoi tu vis? Est-ce que tu peux nous débunker avec autant de niveau de détails que tu le souhaites, un peu tes sources de revenus, modèle de créateur de contenu? Ouais, bien sûr. Moi, je me suis toujours refusé à vendre des choses à mon audience, concrètement. Parce que moi, mon but, c'était de rendre tout ça accessible. Donc, les formations, c'était vraiment pas mon sujet. Les produits physiques, c'était pas mon sujet. Et donc mon business model qui m'a permis de vivre de ça, parce que je suis full-time créateur depuis un peu plus d'1 an, c'est les partenariats avec les marques. Donc sélectionner des marques qui sont dans mes valeurs, des outils que moi j'aurais utilisés, dont j'aurais pu me servir, et les partager à mon audience, montrer comment ils fonctionnent, à quoi ça peut leur servir, encore une fois, quelles valeurs ils peuvent en tirer. C'est-à-dire que c'est toujours des partenariats à forte valeur ajoutée, quoi. Donc 100% du business model, c'est ça, enfin 99%. Après, il m'est arrivé d'être rémunéré pour des OP spontanées, disons, conférences de presse, animation d'événements, des choses comme ça. Et concrètement, tu fais comment? Est-ce que par exemple, tous les lundis, tu te poses et tu te dis, ok, cette semaine, voilà le contenu de la semaine. Ah, je pense à tel outil, je vais démarcher proactivement cette entreprise. Ou non, est-ce que tu as beaucoup d'inbound qui rentrent? C'est une bonne question. J'avais entendu un talk de Jean de la Roche-Brochard, qui est la tête chercheuse investisseur de Xavier Niel, et il disait il faut être autant un phare qu'un radar. Et ce qui est cool quand tu es créateur de contenu, c'est que tu es un phare. C'est-à-dire que tout le monde te voit, les marques elles viennent te chercher, et tu reçois 50 propositions par semaine, tu vois, de partenariats. Bon, 50 quand t'es un gros influenceur, moi c'est plus dans l'ordre de 10-15, tu vois. Et donc après, ça te permet d'avoir le luxe de sélectionner. Au plus tu es visible, au plus tu as de marques qui viennent te voir, et donc au plus tu peux être picky, tu vois, sur qui tu vas prendre. La partie radar, elle se développe, mais ça prend beaucoup de temps. Aller chercher les marques. Des fois, j'ai un coup de cœur, tu vois, sur une marque. Je sais que je vais la contacter pour lui dire est-ce que ça vous tente qu'on fasse un concept ensemble, une vidéo ensemble. En général, c'est assez compliqué. C'est beaucoup de temps investi pour souvent pas grand-chose, tu vois. J'ai un exemple, typiquement, il y a un produit dont je suis absolument fan chez moi, c'est ma tablette Remarkable. Oui, ouais. Je sais pas si vous voyez ces tablettes effet papier. J'utilise tout le temps, j'ai fait plein de vidéos dessus. Je leur ai fait une pub de malade, tu vois. Il y a une vidéo qui a fait peut-être 1 million de vues ou Oui, c'est possible. C'est possible. Il y en a eu plein des vidéos et tout ça. Et je les ai contactés, ils m'ont jamais répondu, tu vois. Et moi, j'aurais adoré qu'ils me sponsorisent un contenu ou qu'on fasse quelque chose ensemble, tu vois. Et j'ai pas pu les avoir. Bon, au final, j'ai acheté ma tablette, j'ai payé, je sais même pas combien ça coûte, mais je crois que c'est assez cher. Et je l'utilise maintenant tous les jours, tu vois. Donc bon, il y a un moment où il faut pas chercher non plus à trop forcer là-dessus. Je pense que mon temps, il est mieux utilisé ailleurs. Mais quand tu les démarches, est-ce que tu te poses et tu essaies de drafter une proposition pour cette marque-là? Donc, et tu vas les voir en leur disant, bah voilà, j'ai pensé à telle vidéo, le script dans les grandes lignes, ce serait ça. C'est comme ça que tu t'opères plutôt? Ça dépend à quel niveau de conviction t'agis. Si t'as vraiment envie d'avoir la marque, évidemment que tu vas surpersonnaliser le truc, t'envoies un kit média, t'envoies une présentation
limite en 5-10 pages, tu vois, de pourquoi tu as envie de bosser avec la marque et de ce que vous pourriez faire ensemble. Ok. Et au plus t'es personnalisé là-dessus, au plus ça marche. Et tu contactes 10 personnes dans l'entreprise, excuse-moi. Non, t'inquiète, c'est moi qui te coupe. Non, j'allais juste dire, du coup, tu dirais que aujourd'hui quasiment tous tes deals, c'est plutôt de l'entrant que. Ouais, toi, tu vas aller chercher. 90%, ouais. Okay. Ouais. T'as des agents ou des agences qui te. Ouais. Avec qui t'es. Alors, j'ai pas d'agence exclusive, Okay. mais ouais, je bosse avec une dizaine d'agences qui me contactent et qui me proposent des partenariats de manière assez ponctuelle. Il y a 3-4 agences qui représentent la moitié de mon CA, quoi. Ok. Donc la majeure partie des deals viennent des agences. Ok. Tu peux peut-être nous expliquer un peu comment fonctionne cet écosystème, parce que j'imagine qu'il y a certaines personnes qui écoutent le podcast, Ouais. qui sont au tout début, peut-être, tu vois, 10, 15, 20 000 abonnés, et qui se disent, c'est peut-être le bon moment pour commencer à être sur le radar, justement, des agences. C'est quoi, en fait, les agences ont un Excel avec tous les créateurs, par catégorie. Ouais. Tu peux nous en dire? Ouais, bien sûr. T'as trois catégories de choses. T'as d'un côté, évidemment, les agences. T'as les marques qui vont venir en direct te demander un partenariat. Et après, t'as les marques que toi, tu vas aller démarcher. Ouais. La partie la plus simple pour commencer à avoir du business, c'est que les agences te connaissent. Parce que t'es dans leur base de données. Et ensuite, ils t'appellent. Et eux, ils ont plein de deals entrants. Ils ont un deal flow qui est assez hallucinant. Et après, ils le dispatchent. Ils prennent une commission dessus entre 20 et 30%. Mais c'est eux qui font la connexion. C'est eux qui te font le brief. En tant que créateur, pour se faire référencer dans les agences, c'est assez marrant, mais en fait, les agences, elles prennent la décision de quels créateurs elles vont activer sur telle campagne, peut-être en 5 secondes. C'est-à-dire qu'ils sont dans un meeting client, on va pas citer de marque, mais imaginons une marque de yaourt. Boum, on va vous activer avec tel créateur, tel créateur, tel créateur. Ils montent les profils et en fait, en 5 secondes, le choix est fait. Donc, il faut être extrêmement présent dans l'esprit des agents si on veut être placé sur telles OP. Intéressant. Moi, je suis assez niché sur le business, la tech, et du coup, quand il s'agit d'entrepreneuriat, on pense à moi directement. Donc ça, c'est cool, mais c'est parce que je suis un peu niché là-dessus. Sur les yaourts, c'est plus compliqué, parce que des créateurs food, il y en a beaucoup. Et donc là, le job du créateur, c'est déjà de contacter toutes les agences, d'être dans une démarche ultra proactive où ils font une page LinkedIn un peu sérieuse et ils contactent tous les agents de Paris. Ils leur proposent de prendre un café ou de s'appeler au téléphone et ils discutent. Il n'y a pas besoin de les démarcher agressivement en leur disant je veux qu'on bosse ensemble, je veux du deal, mais juste de discuter, d'échanger sur le métier de créateur comme on le fait aujourd'hui. Et en fait, on construit des relations et après les agences, elles pensent à nous. Et ça, c'est un travail qui se construit sur des années. Hein. Ouais. Au début, on a un coup de bol, on a un deal qui rentre avec une agence, mais en fait, pour construire tout un réseau de partenaires, ça prend des années et des années. Mais tu dirais qu'à quel moment un créateur doit se poser cette question ? Ou commencer à faire les démarches? Le plus tôt possible. Ouais. Le plus tôt possible. Moi, ce dont je me rends compte, c'est que tout le monde a envie de parler de son job. Et tu vois, moi, je suis là, je suis ravi de vous raconter tout ça, tu vois, et tout le monde est content de parler. Donc, même avant de se lancer sur TikTok ou sur Instagram, aller sur LinkedIn et discuter avec des gens qui bossent dans des agences, c'est une super idée pour comprendre ce qui se passe dans l'écosystème. Ouais, et je pense que t'en as beaucoup qui te disent ah non, je suis trop petit ou j'ai un peu peur de le faire et tout, mais en fait là le message c'est peu importe ta taille, si c'est un sujet qui t'intéresse et que t'as envie de te lancer, bah commence le plus tôt possible, quoi. Mais à fond, et encore une fois on peut pas tout avoir. Oui. Si tu veux être référencé auprès des agences, il faut y aller, quoi. Est-ce que tu connais un peu ton audience ? Qui te suit ? Comment tu définirais ? T'as combien d'abonnés aujourd'hui sur les réseaux ? On est 800 000 en cumulé. Ok. Donc TikTok, Insta, newsletter et YouTube qui démarrent tranquillement. Ok. On est 800 000 personnes. T'as une idée du profil un peu ? Ouais, bah c'est globalement mon contenu en français. Du coup, c'est francophonie. Ok. Grosse majorité en France, Belgique, Canada et Suisse francophone. Et c'est assez marrant parce que moi, je fais le pont entre deux univers. Donc à moitié, c'est des gars de la tech qui ont bossé soit dans des startups, soit dans des grandes boîtes tech. Et de l'autre côté, t'as plus cette mentalité hustler de mecs qui n'ont pas fait d'études et qui comptent pas en faire et qui veulent apprendre le business sur Internet. Et c'est assez rare, tu vois, d'avoir un profil qui permet de parler à ces deux types de personnes. Donc c'est assez split, moite-moite. 27 ans en moyenne. J'ai une communauté qui est assez vieille. Ils sont plus vieux que moi. Et sur TikTok, c'est on est des dinosaures. C'est assez vieux. Vous avez quel âge tous les deux ? J'ai 28 ans. 29 pour ma part. Ouais, vous êtes plus vieux que mon audience moyenne. C'est ouf. Ouais. On rehausse la moyenne.
Non, après, bon, j'ai bien 30% de gens qui ont plus de 30 ans, tu vois. Ouais. Donc vous n'êtes pas tout seul. T'as une newsletter aussi, si je dis pas de bêtises? J'ai 2 newsletters. 2 newsletters. Ouais. Ah, j'en reconnais qu'une. C'est quoi la Enfin, j'ai une newsletter à moi qui est la Secret Letter. D'accord. Je partage des astuces Ouais. toutes les semaines. Et je coécris une newsletter sur le Web3, Ok. parce que c'est un sujet qui m'intéresse fort en ce moment. Et donc je l'ai créé avec un super gars qui s'appelle Arnaud, Ok. avec qui on réfléchit à monter pas mal de projets ensemble dans le Web3. Trop cool. Tu nous offres une super transition vers la Web3, mais j'avais un autre sujet que je voulais aborder juste avant. Mince. Mais Web3, clairement, on va en parler. Plein de choses à dire et t'as plein de choses à raconter. Juste sur le sujet, en fait, je t'amène vers la newsletter parce que je voulais aborder un sujet de communauté, en fait. Ouais. Sur TikTok, on entend beaucoup dire que c'est compliqué de vraiment créer une communauté. Parfois, t'as des très gros chiffres, des centaines de milliers d'abonnés, centaines de millions de vues, etc. Mais en réalité, il y a plein de créateurs qui se rendent compte qu'ils n'ont pas de vrai cœur d'audience, de gens qui les suivent très régulièrement, qui les soutiennent, etc. Ouais. Déjà, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Et toi, comment tu gères un petit peu cet esprit de communauté et puis cet algo TikTok qui est différent de tous les autres plateformes? C'est assez intéressant comme truc parce que nous, notre génération, elle a grandi avec des communautés Instagram, Facebook, YouTube, et en fait, ça fonctionnait comme une rente. C'est-à-dire que chaque mois, tu t'amassais des abonnés et tu pouvais globalement pas les perdre. À moins de faire une grosse connerie, tu vois, tu savais que si tu continuais à faire du contenu, tes vidéos continuaient à être vues. TikTok a complètement changé la donne. Parce que TikTok, c'est une plateforme qui est centrée autour du contenu et pas autour du créateur. C'est-à-dire que ce qu'ils font pour avoir une telle rétention, tu vois, des utilisateurs qui viennent et qui regardent des vidéos, c'est que un bon contenu est plus important qu'un bon créateur. Et donc, t'as beau avoir 700 000 abonnés, moi, si je fais une vidéo pourrie, elle fera 10 000 vues, tu vois. Et c'est possible. Elle sera pas poussée de force auprès de 800 000 personnes. Ouais. En tant que créateur, c'est dur comme truc, parce que tu bosses pendant 1 an pour créer une communauté, et en fait, tu te rends compte que c'est un peu illusoire. Mais d'un autre côté, ça te pousse à faire tout le temps des bons contenus. Ou du moins, des contenus qui fonctionnent sur TikTok. Ce qui est un peu différent, et ce qui peut être un peu douloureux aussi, parce que des fois, tu es obligé de compromettre un message qui peut être un peu complexe à appréhender, au profit d'un message plus simple, pour être plus visible. Et donc, trouver l'équilibre, c'est parfois assez dur. Mais c'est ça qui est cool quand tu as plusieurs plateformes. Moi, j'ai fait avant tout mon acquisition sur TikTok, tu vois. C'est vraiment mon fer de lance. Et après, les gens, ils viennent sur Instagram. Puis ils regardent les stories. En story, j'ai un message qui est plus complexe et plus travaillé, et plus ciblé, tu vois, sur l'entrepreneuriat, sur le Web3, sur la tech. Et quand ils ont eu ça, après, ils viennent dans les newsletters. Et en fait, j'ai tout un funnel, tu vois, du contenu le plus facile qui va être sur TikTok au contenu le plus technique qui sera peut-être en newsletter. Ils nous mettent à profit, enfin à dispo, tu vois, une techno, c'est à nous adapter. Moi, je suis assez... je mets pas trop d'état d'âme là-dedans. Moi, je le vois comme un outil qui me permet de parler à plein de gens et construire des trucs cool. C'est tout. Moi, j'ai assez de distance, tu vois, avec les gens qui me suivent. Je leur partage des sujets d'éducation. Je suis pas en train de leur partager ma vie et de leur faire des vlogs comme fait Léna Situation l'été, tu vois. Je pense qu'elle, quand elle se fait critiquer, c'est dur parce qu'on lui critique sa personne, tu vois. Moi, quand je me fais critiquer, on critique l'astuce que je vais donner, la vision que j'ai des choses, mais globalement, ça me va. Parce que je suis à l'aise avec ça, tu vois. C'est moins personnel. C'est beaucoup moins personnel. Donc c'est beaucoup plus facile à gérer mentalement. Ouais. Et parlons un peu de cet outil qui est TikTok. Ouais. Qu'est-ce que toi, Dorian, qui a 700-800 000 abonnés, a comme conseil à donner sur un bon contenu qui marche sur TikTok? C'est un contenu téléachat, c'est comme on disait tout à l'heure, tu vois, c'est un contenu qui te tient en haleine jusqu'à la fin. Selon l'algorithme dirait qu'un bon contenu, c'est un contenu qui te tient en haleine jusqu'à la fin. La métrique importante, c'est le taux de rétention. Là, TikTok a sorti une mise à jour, j'avais pas vu avant, mais maintenant tu as la courbe de rétention. Donc tu vois, seconde après seconde, les gens qui ont droppé. Donc dans la première seconde, deuxième seconde, et tu vois qu'à la fin, il n'y a plus que 60% des gens qui regardent ta vidéo, tu vois. Et en fait, il faut que t'augmentes, que tu fasses monter cette courbe le plus haut possible. Et donc ça, selon l'algo, c'est un bon contenu. Selon moi, un bon contenu, c'est un contenu qui apporte de la valeur. Moi, ça me terrifie de voir la quantité de contenu à la con qu'il y a sur TikTok, tu vois. Mais je sais que l'attention des gens est là-dessus. Et donc, si je peux leur glisser 45 secondes, tu vois, d'éducation entre 2 mecs qui font des conneries et 3 meufs qui font des danses, tu vois, je suis content parce que j'ai fait mon job.
Et donc, en tant que créateur, tu vois, faut trouver l'entre-deux entre faire plaisir à l'algorithme, parce qu'au final, l'algorithme, on le comprend assez bien, je pense, quand on est créateur, à force. Et la mission et la vision qu'on a envie de faire passer, tu vois. Ouais. La tentation de faire du contenu pour l'algorithme est très grande. Et d'ailleurs, 95% du TikTok aujourd'hui, c'est du contenu pour l'algorithme. C'est du contenu choc qui n'apporte absolument rien, à part 15 secondes de divertissement. Et le contenu éducation est beaucoup plus dur à faire. Donc, t'as une espèce de lutte permanente, tu vois, déjà personnellement en termes de tentation et aussi intellectuellement en termes de stratégie, tu vois. Comment je fais passer du contenu éducation sur une plateforme qui est dédiée à 95% au divertissement? Question ouverte. Hein. Ouais. Ouais, c'est une vraie question et je crois que j'avais vu le terme en anglais de edutainment, ouais, c'est entre education et entertainment. Bien sûr, ouais, c'est de l'edutainment. Edutainment, ouais. Bah, moi, je me suis défini comme ça à une certaine époque. Parce que tu t'éduques les gens sur une musique un peu rigolote, quoi. Ouais, puis t'as toujours cette obligation, enfin l'algorithme t'oblige à avoir toujours cet état d'esprit de comment je rends mon contenu éducatif, divertissant. Ouais. C'est la stratégie de je sais plus comment on dit ça, de cacher tes légumes avec des frites ou je sais pas quoi, enfin bref, je sais plus quel est l'algorithme. Quelle est cette expression non mais je me perds, c'est qu'en gros de cacher le truc un peu chiant dans un package sympa, dans un bon wedge bien gras. Mais donc ouais, c'est la stratégie effectivement de edutainment, de dire comment tu rends un tips, un conseil business tech mais consommable facilement sur TikTok, et tu te dis pas je regarde un TED Talk, c'est chiant. Ouais, c'est clair. Mais en fait, c'est aussi le cerveau humain qui est comme ça. C'est-à-dire que on parle beaucoup de l'algo comme le mystère de l'algo, mais en fait l'algo, moi je trouve qu'il est vachement aligné avec le cerveau humain. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile de regarder un TED de 15 minutes ou d'écouter un podcast d'1h30 que de scroller sur des TikTok, quoi. Genre, tout sur TikTok est fait pour nous simplifier le process mental de regarder des vidéos. Là, TikTok est en train de sortir une fonctionnalité, je sais pas si vous avez vu ça, vous avez certainement vu ça, c'est du text to image. C'est-à-dire que moi je vais raconter une histoire, je vais raconter l'histoire de la vie d'Elon Musk par exemple, et en fait je vais pouvoir mettre en fond vert derrière moi des images qui viennent de mon texte. Donc quand je vais parler d'Elon Musk, il va y avoir la tête d'Elon Musk, quand je vais parler de sa maison avec ses enfants, il y aura une maison avec des enfants, et en fait ça fait que ça simplifie vachement le schéma mental de compréhension de ma vidéo, et donc ça fait de la rétention, ça rend l'action plus facile, et ça fait que les gens sont accros. Mais parce que le cerveau humain est fait comme ça. J'ai vu aussi un article qui disait que TikTok était le nouveau crack de la Gen Z. Évidemment. C'est de la consommation c'est une drogue évidemment très facile à consommer. Évidemment. Mais tu vois, ça fait des années qu'on a shifté vers l'économie de la flemme. Genre le point différenciant de Uber au début, enfin on connaît toute cette histoire parce que tout le monde l'a raconté sur les réseaux sociaux, mais je vais la raconter encore une fois. Le point différenciant de Uber au début, c'était que tu pouvais voir sur l'application le trajet du Uber. Alors que quand tu étais dans la rue et que tu voulais trouver un taxi, déjà il fallait que tu trouves la rue où passaient des taxis, il fallait que t'attendes, que tu aies un type, il dit non parce qu'il a déjà un client, un deuxième qui t'a pas vu, et c'est le troisième que t'as enfin, tu vois. Genre notre cerveau il déteste ce qu'il contrôle pas. Et sur TikTok on a simplifié le truc au maximum, tu vois, pour rendre l'expérience agréable. Ce qui philosophiquement est terrifiant, mais d'un autre côté ça permet à des gars comme moi de faire passer des idées à plein de monde. Donc voilà, c'est une tech, quoi. C'est agnostique, on en fait ce qu'on veut. Et moi, j'essaye de tendre du bon côté, tu vois. Est-ce que tu as testé, par exemple, de mettre des musiques versus ne pas mettre de musique? Je vois que sur certaines de tes vidéos, tu as une ouverture un peu en mouvement. Est-ce que ça, c'est un truc que tu as testé? Il y a d'autres choses que tu as testées et qui ont prouvé leurs effets positifs? Ou au contraire, est-ce que tu vois pas trop de différence? Non, ça a clairement des effets positifs. Ok, tu peux nous dire peut-être les 2-3? Ouais, bah typiquement, j'ai commencé pas mal de vidéos en basculant sur ma chaise. Et en fait, quand tu scrolles sur le feed, ça fait un mouvement un peu bizarre quand t'arrives sur ma vidéo et tu te dis, c'est bizarre, ce mec, il recule sur sa chaise. Et donc, t'as une seconde pour attirer l'attention, comme dans le téléachat, comme dans une pub. Et en fait, ça te hook, parce que c'est un peu différent. C'est pas non plus vraiment différent, mais si vous regardez tous les TikTok qui ont bien marché, en fait, la première seconde est vraiment différenciante, quoi. Donc ça, typiquement, la musique, oui, mais à condition que ça rythme ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu superposes une musique à un discours parlé, tu penses aux vidéos de Elon Musk avec une musique épique derrière, en fait, ça te crée une espèce de dissonance cognitive assez bizarre qui fait que tu es un peu hypnotisé par le contenu, beaucoup plus facilement. Et tu vas rentrer dedans,
Et en fait, la musique va souligner ce que tu dis. Et quand tu réussis à avoir ce niveau de flow, tu vois, et de synchro entre la musique et ta voix, tu peux faire quelque chose d'incroyable en termes de rétention, parce que c'est bizarre, hein, mais tu rentres dans l'esprit des gens beaucoup plus facilement. Et c'est des techniques qui sont utilisées en hypnose et tout ça. Et en fait, il y a plein de gens qui utilisent ça sans s'en rendre compte, tu vois. Et TikTok a rendu ça accessible à n'importe qui. Hyper intéressant. Et du coup, tu parles de te synchro sur la musique. Ouais. Toi, concrètement, t'enregistres avec la musique qui tourne ou alors tu l'ajoutes en post-prod? Non, moi, je me fais pas chier. Ouais. mais il m'arrive des fois, sur un coup de bol, tu vois, d'avoir une voix qui est parfaitement synchro avec la musique. Et j'ai une vidéo, j'aurais pas pensé qu'elle explose. En fait, elle explose parce qu'il y a une adéquation parfaite entre le rythme de ma voix et le rythme de la musique. Ouais. Et c'est un truc vachement intangible, tu vois, qui est très dur pour nos esprits humains et mes capacités de montage, tu vois, de faire consciemment. Mais sur les 400 vidéos que j'ai publiées, il y en a quelques-unes qui ont réussi à percer grâce à ça. Ça me fait penser à un TikToker, j'ai plus son prénom ou son handle en tête, mais il fait du motion design, donc il anime des billes qui tombent sur des espèces de palettes métalliques et qui font une sorte de mélodie. Oui. Et c'est vraiment hypnotisant. C'est complètement parce hypnotisant. Que le mouvement est aligné complètement avec la musique. En plus, il est malin parce qu'il reprend des titres qui sont connus. Et son compte explose, quoi. Super intéressant. Je pense que ça illustre l'effet dont tu parles. C'est clair, mais t'as pas mal de business qui s'intéressent de ça aujourd'hui, quoi. Il y a une super boîte qui s'appelle Dynamo. Je sais pas si vous connaissez Dynamo. C'est des cours de vélo, salle de sport, exactement. Créé par deux gars super smart. Et en fait, tu vas dans la salle, les profs sont éclairés à la bougie, donc tu as tout un côté expérientiel, et surtout tu as de la musique qui est choisie par le coach. Et en fait, le coach est formé aux techniques de relaxation et d'hypnose. Et donc tu pédales sur ton vélo, déjà c'est un mouvement assez hypnotique, et en plus le coach synchronise sa voix sur la musique avec des techniques que lui il a appris, tu vois, consciemment. Et en fait tu rentres dans un état de flow, et la séance de 1 heure chez Dynamo, elle passe en 5 minutes. Et donc tu ressors, t'es trempé, t'es mort parce que t'as pédalé comme un fou furieux, et t'es rentré dans une espèce de transe, d'hypnose. Et aujourd'hui, on utilise ça consciemment, tu vois. En tout cas, TikTok le fait consciemment. Mais t'as plein d'autres boîtes qui nous manipulent, tu vois, pour le mieux ou pour le pire, sans qu'on le sache. Très intéressant. Faudrait tester Dynamo pour l'expérience. Ah, mais tester Dynamo. Ils communiquent là-dessus? Les clients sont conscients que les profs sont traînés à l'hypnose? Moi, je te le dis parce que c'est des sujets qui m'intéressent et que j'ai un peu regardé dedans comment ça marchait et tout ça. C'est pas un mec qui vient te laver le cerveau. C'est vraiment de la détente, tu vois. Et c'est une espèce de question de rythme, de vibration. Mais le coach met à la bonne vibration pour te faire vraiment rentrer dedans. Le vélo, c'est un mouvement qui est assez hypnotique, tu vois, c'est un mouvement continu. Je sais pas si vous faites un peu du vélo, mais quand tu fais du vélo de route et que tu pars pour 30 km, il y a un moment où ton cerveau débranche, tu vois. Et en fait, il y a plein de procédés qui aident le cerveau à débrancher. Et Dynamo, ce qu'ils ont fait, est une masterclass là-dedans. Et c'est une putain de bonne expérience. Intéressant. Que je recommande. En fait, tu alignes les différents sens, quoi. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise sur TikTok la vue, entre guillemets. La musique rajoute quand même un élément, et quand tu dis, comme tu le dis, quand c'est bien fait, ça surélève l'expérience. C'est une sorte d'effet d'intérêt composé. Quand tu arrives à mieux cumuler, j'imagine si tu arrives à, je sais pas, à stimuler un autre sens, le toucher ou quelque chose d'autre, l'expérience est encore plus incroyable. Quoi. Non, c'est clair. Très intéressant. C'est clair. Ça, Dynamo. Peut-être tester une petite séance. Histoire de marcher comme une grand-mère de 80 ans pendant 2 semaines. C'est exactement ça. Ils ont réussi à vraiment rendre le sport facile. Ce qui est un truc qui est pénible, tu vois, à la base, pour 80% des gens. Ça revient à en tout cas, tu disais tout à l'heure, l'économie de la flemme. Exactement. Tu rends le truc facile. Exactement. Ça plaît. C'est exactement ça. À quoi on a plein de questions sur la partie Web3. Je pense qu'on va passer un petit moment dessus. Avant de partir là-dessus, moi j'ai une dernière question. Ça ressemble à quoi tes semaines? Comment t'organises ton temps? Combien de temps te prend la création de contenu? Combien de temps te prend négocier avec des marques? Toute ton activité? Parle-nous un peu de ça. C'est une bonne question. La création de contenu au début me prenait assez peu de temps. Je m'étais mis vraiment une limite, 15 minutes par jour. J'ai commencé à créer du contenu en même temps que je montais ma boîte, en tout cas sur la fin de l'histoire. Et du coup, je m'étais limité à 15 minutes par jour. Donc je faisais ma veille le dimanche. En 15 minutes, je regardais des contenus sur TikTok, les formats qui marchaient. J'essayais de comprendre ce qui faisait qu'un format marchait pas. Je trouvais des idées sur Reddit, sur Internet, sur des forums un peu sombres dans la tech. Et tous les jours, 15 minutes, je me filmais. Format extrêmement réplicable, extrêmement facile à faire. Juste de la face cam et tu balances une astuce, tu balances de la valeur, quoi.
Ça, c'était au début. Un peu après, j'ai commencé à batcher tout ça. C'est-à-dire que le lundi après-midi, je filme toutes mes vidéos. Donc ça me prend l'après-midi, mais je filme une quinzaine de contenus. Et donc ça me fait mes vidéos pour une semaine et demie, disons, avec un peu de rab. Donc la création de contenu, c'est pas ce qui prend le plus de temps. J'ai beaucoup de gens dans la communauté qui m'envoient des contenus à tester, à essayer. Et en fait, les idées maintenant, elles viennent vraiment toutes seules. Au début, c'était un peu plus pénible à trouver. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Et ce qui prend du temps, c'est les partenariats. C'est les partenariats avec les marques, parce que eux, ils jouent leur image. Donc il faut faire évidemment les choses bien. Il y a 5 échanges de mails, plusieurs appels. C'est assez laborieux, mais c'est nécessaire pour établir une relation de confiance. Et donc ça, globalement, ça m'occupe mes matinées, disons. Et le reste du temps, je suis en train de rencontrer des entrepreneurs, à lire plein de trucs sur des sujets qui m'intéressent, passion économie, Web3, entrepreneuriat, tech, et j'essaie un peu de comprendre le monde qui nous entoure, tu vois. Moi, j'ai toujours une angoisse depuis que je suis petit, c'est de pas comprendre le chaos universel du monde, tu vois. Et moi, mon but, genre quand j'aurai 80 ans, tu vois, je pourrais aller me coucher tranquillement si j'ai compris tout ça, comment ça marchait, tu vois. Et donc voilà, mes après-midi, c'est décryptage du chaos universel, tu vois. C'est comprendre comment tout ça marche. Et bon, moi, mon prisme, évidemment, c'est l'économie, c'est le business, parce que c'est ces sujets-là qui m'intéressent. Et puis, c'est des sujets, je pense, qui sont importants à comprendre aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Et quand tu comprends comment fonctionne l'économie, tu comprends énormément sur le monde dans lequel on vit, notamment sur cette économie de l'attention, économie de la flemme, tous ces sujets-là, tu vois. Et donc je me documente pas mal et je teste des projets à lancer. Ça fait 1 an que je teste des idées. Tous les mois, une idée différente de business pour essayer de le faire décoller, de le faire exploser. Et donc là, ça fait 3 mois que je suis arrêté sur un projet top secret. Mais voilà, toute l'année, je passais mes après-midi à rencontrer des gens et à faire nourrir des idées, quoi. Et tu utilisais le fait que tu étais créateur de contenu pour débloquer certaines de ces rencontres ou pas spécialement? Ou c'est peut-être le réseau HEC qui aidait Oui et non. Je pense qu'avec une bonne accroche sur LinkedIn, n'importe qui peut contacter n'importe qui très facilement. Après, je pense que c'est sûr que le fait d'avoir le tampon HEC et créateur de contenu aide. HEC, beaucoup moins que le tampon créateur de contenu. Okay. Parce que le truc créateur de contenu, ça fascine quand même beaucoup de monde. Et tout le monde s'y intéresse. C'est-à-dire qu'en 2022, être capable de choper l'attention de 800 000 personnes tous les jours, c'est un talent qui est vachement demandé. Parce qu'en fait, tout le monde se bat pour avoir l'attention de tout le monde. Toutes les marques se battent pour avoir l'attention de leurs clients ou de leurs futurs clients. Les politiques se battent pour avoir l'attention du peuple. C'est vraiment la denrée rare. On n'a plus de temps d'attention dispo. Parce qu'on est occupé tout le temps, on est sur nos téléphones, on regarde trop de trucs. Nos vies sont compliquées en termes d'attention. Et donc ça débloque pas mal de choses. Mais je pense que n'importe qui pourra arriver à rencontrer n'importe qui avec la bonne phrase, la bonne accroche LinkedIn. Ton conseil, du coup, pour un créateur de contenu qui est même peut-être assez récent, petit ou peut-être plus gros, hein, mais c'est de se lancer sur LinkedIn, c'est d'avoir une page clean. Ah bah à fond. Ouais. Non, mais c'est obligatoire d'avoir une vitrine aujourd'hui. Enfin, après, ça dépend ce qu'il veut en faire. Soit il accepte qu'on vienne le chercher pour son métier de créateur et c'est très bien. Moi, j'ai toujours voulu plus que ça, quoi. Et avoir un LinkedIn, ça te permet d'aller chercher des gens. Et donc, ça te permet d'accélérer les choses. Intéressant. Est-il l'heure de la transition vers le Web3 ou on fait durer le suspense? On peut transitionner avec plaisir. Ce teasing énorme. Moi, je pense juste à un truc, une question avant de... Grave, le teasing énorme. La tension monte. C'est toi qui nous as appris 1 seconde d'accroche, après on peut monter la tension. C'est ça. Tu te souviens de ton premier partenariat ou le premier euro que tu as signé et tu t'es dit comment tu te sentais à ce moment-là? C'est une bonne question. Je m'en souviens plus. T'en souviens plus? Tu sais que ça me choque que je m'en souvienne plus parce que... Non, mais en plus, c'est certainement... Non, c'est pas le premier euro que j'ai gagné. Mais... Je m'en souviens plus. Si jamais ça te revient, tu nous dis. Ouais, si j'ai un flashback, je te dirai. Et sans transition, le Web3. Voilà, comme un cheveu sur la soupe. Déjà, est-ce que tu veux nous dire ce que c'est que le Web3? Parce qu'il y a eu ces 3 phases dans le web, en fait. Oui. Je pense que notre génération, elle a eu la chance de connaître ces 3 phases. Ouais. Pour les plus jeunes, peut-être un peu moins. Ouais. Et nos darons, ils ont même connu le Web 0.
Ouais. Mais grosso modo, comment est-ce que tu t'expliquerais ce que c'est de façon assez Alors, simple petit disclaimer avant, moi je me définis pas comme expert du Web3, tu vois. Je suis juste quelqu'un qui s'intéresse à ces sujets-là parce que je pense qu'il se passe quelque chose d'assez colossal là-dedans et qu'il faut se documenter, se renseigner. C'est dur parce que c'est des sujets techniques et moi j'ai pas de profil technique. Moi j'ai un profil business, plutôt marketing, créateur de contenu. Donc c'est des choses que dans la technique je ne maîtrise pas encore. Et donc je suis dans mon parcours d'apprentissage, tu vois. Et j'en parle beaucoup sur TikTok, sur Insta, parce que justement j'essaie d'intéresser les gens à faire la même démarche que moi. Et j'ai oublié ta question. La question, c'est grosso modo le Web. Oui, les 3 états du Web. Ouais, bien sûr. Ou même juste le Web 3. Ouais, la définition classique qu'on lit un peu partout, mais je pense qu'elle est bonne à rappeler, c'est l'évolution du Web. Premier état, c'était le Web 1. Donc c'est globalement le Web sur lequel on peut consulter des choses. Un site internet avec des infos dessus, le site d'un restaurant. Il va mettre son menu, son adresse. On peut juste consulter les infos. Le Web 2, on peut consulter les infos et nous, en tant qu'individu, on peut interagir avec et surtout, on peut créer. C'est Instagram, c'est Google, c'est Facebook, sur lequel on va lire du contenu, mais aussi en produire, en créer. Et donc, t'as l'arrivée d'une manière communautaire, disons, on commence à penser de manière communautaire. Ouais. Le Web 3, c'est le 3e état du Web. C'est toujours la même logique tu peux lire du contenu, tu peux en créer. Sauf que cette fois, le contenu que tu crées, il t'appartient. C'est-à-dire qu'il sera plus donné à Facebook, qui va gagner de l'argent avec en faisant de la pub. Pareil pour TikTok, qui gagne de l'argent grâce à toi, les vidéos que tu fais, qui attirent des gens en masse. Mais ce contenu t'appartient. C'est le cas des NFT aujourd'hui. Tu crées un NFT, tu le mets sur une marketplace, en fait, la plateforme va peut-être prendre 2% peut-être des revenus, mais le reste du revenu est à toi. Et donc le Web3, c'est ça, c'est un web où le contenu t'appartient, c'est un web qui est décentralisé, qui est basé sur la blockchain. La blockchain, c'est une technologie, mais c'est une espèce de grand livre de transactions qui référence tout, de manière transparente, c'est-à-dire qu'on peut aller lire quelles sont les transactions que toi tu as fait sur la blockchain, que moi j'ai fait sur la blockchain, de manière extrêmement libre et surtout extrêmement sécurisée, parce que c'est un réseau décentralisé. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux hacker la blockchain, t'es obligé d'hacker toute la chaîne de blocs, ou du moins 51% de la chaîne de blocs, donc la majeure partie des blocs, alors que si tu voulais hacker Google, bon, c'est quand même très compliqué, mais il faudrait que tu hackes Google, donc une entreprise, et non pas 15 milliards de blocs qui sont dispatchés sur des serveurs à droite à gauche, sur les ordinateurs des gens, et de manière décentralisée. Donc c'est une techno qui a un gros potentiel. C'est avant tout une techno, parce qu'on parle beaucoup du Web3 aujourd'hui, des NFT et de tout ce qui se fait dans le marketing là-dedans, mais c'est avant tout une techno. Ouais. Très intéressant. Très bonne définition du Web3. Bah écoute, j'ai tout compris. Tu parlais tout à l'heure on peut essayer de comprendre un peu les implications pour les créateurs de contenu. Mais tu parlais tout à l'heure de Oussama Ammar qui avait lancé une collection de NFT. Je pense que tu fais référence à Sofiane Pamar avec... Oui, absolument. Ok. Est-ce que c'est peut-être cet exemple-là ou un autre si tu veux, mais tu peux nous donner un exemple de comment est-ce qu'un créateur de contenu pourrait se servir d'un NFT et qu'est-ce que ça pourrait changer dans tout cet écosystème des créateurs? Écoute, c'est une bonne question. Aujourd'hui, c'est très dur d'avoir une vision claire et synthétique de ça parce que c'est des technos qui sont embryonnaires et les cas d'usage sont vraiment tout neufs. Un truc qu'on peut imaginer et qui a été fait avec Sofiane Pamar, c'est que... il me semble, c'est que en fait le NFT te donne accès à une partie des royalties. Donc en fait tu peux participer à la co-création d'une carrière d'un artiste et choper une partie de ses royalties. Donc tu le supportes, tu prends le risque au début, un peu comme investir dans une start-up, tu vois. Tu vas donner 10 000 balles à ton pote qui monte une boîte, il va te passer des parts. Mais là c'est la même chose, sauf que en fait maintenant il y a un véhicule pour le faire. Si vous avez déjà investi dans la startup d'un copain, c'est quand même assez compliqué à faire. Ouais. Il faut des contrats, il y a un cadre légal, c'est infernal. Et ça fait que pour donner 10 000 balles à ton copain, bon, c'est compliqué, tu vois. Pour le faire à l'échelle d'un pays, à la masse, où toi et moi, on pourrait donner 100 € à un artiste qu'on aime, le soutenir et avoir une partie de ses royalties, en fait, ce serait pas possible. Sauf qu'avec les NFT, avec les smart contracts, avec la blockchain, avec les tokens, tu as des boîtes qui réfléchissent à tokeniser les artistes aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque personne aurait son cours, non pas en bitcoin, mais dans une monnaie virtuelle
qui est coté sur la cote de l'artiste, en fait, pourrait investir dans cet artiste. Et donc pourrait participer à sa carrière et profiter de son succès ou souffrir de son échec. Ouais. Ça ouvre des perspectives qui sont dingues pour les créateurs, parce que là, tu donnes un exemple très autour de la musique, qui en plus est une industrie vraiment particulière, avec le rôle des labels, les artistes. C'est comme l'édition, les artistes reçoivent qu'une infime portion de l'argent qui génère et de la valeur qui est générée globalement. Mais on voit des créateurs aussi qui pensent à se tokeniser. On voit des créateurs qui proposent à leur communauté via des NFT d'avoir accès à des groupes fermés, des espèces de communautés. Il y a des clubs aussi qui sont dédiés. Il y en a plein, quoi. Je sais pas si tu as des exemples en tête, Max, mais... Il y en a des masses. De plus en plus de youtubeurs lancent un peu leur propre projet. Moi, j'aime beaucoup l'aspect utiliser le Web3 pour... investir dans des créateurs. On a vu tu avais suivi, j'imagine, MrBeast qui a lancé un fonds d'investissement où en gros tu peux investir dans des boîtes et récupérer une part des revenus, etc. Lui peut le faire parce que, comme tu dis, c'est le GOAT, il a non seulement un réseau de dingue côté youtubeur, mais aussi les fonds qui lui permettent de le faire et la légitimité qui lui permet de le faire. Mais ça veut dire que demain, toi, moi, tous ceux qui nous écoutent peuvent le faire. Bien sûr. Ils n'ont pas besoin d'avoir des millions, peuvent mettre 100 € dans leur youtubeur favori qui peut-être aujourd'hui a 5000 abonnés, mais qui disent ce mec va percer dans 5 ans, il en a 10 fois plus. Bien sûr. Et je veux une part du gâteau parce que j'y crois et je suis là avant. Bien sûr. Ça rend possible ça et tu n'as plus besoin de faire appel à un avocat ou je sais pas quoi pour investir dans une boîte. C'est clair. Et c'est ça qui est ouf parce qu'en fait, c'est une techno qui te permet de supprimer les intermédiaires. Et donc sur ce genre de cas d'usage, ça a un impact qui peut être démentiel. Sur l'histoire des abonnements, tu vois, ou des invitations aux événements et tout ça, c'est quelque chose que je trouve un peu plus shady aujourd'hui, enfin un peu plus obscur, disons. Parce qu'en fait, t'as des mecs qui se mettent à lancer des clubs, tu vois, avec un NFT à l'entrée, alors qu'ils auraient très bien pu le faire avant. C'est-à-dire que si tu veux lancer un club, tu crées un site web, tu fais payer 300 € l'entrée à ton club, et voilà, tu fais partie du club, tu rejoins la communauté après, t'as pas besoin d'un NFT pour ça. Et en fait, la techno n'est pas différenciante dans ce cas-là. Ce qui est différenciant, c'est le message marketing. C'est, tu vas rejoindre le club, t'as un NFT, t'as une petite vignette, c'est un collector. Là où il y a de l'utilité, c'est que tu peux le revendre. C'est-à-dire que si t'es plus intéressé par ta place dans le club, tu peux la revendre à quelqu'un d'autre. Ça, c'est intéressant. Mais c'est assez peu marketé, tu vois, sur les projets aujourd'hui. Parce que la majeure partie des projets, c'est on va créer un club, les gens ils vont repartir avec une petite carte Pokémon NFTisée, ils sont contents, et puis 1 an plus tard, il n'y a plus de club, tu vois. C'est terrible parce que la techno est formidable derrière. Et elle permet de faire beaucoup plus qu'un pass d'entrée pour un club, tu vois. Ouais, exactement. Pour le club, je trouve que le meilleur exemple, c'est Gary Vee, qui a créé vraiment une communauté incroyable. Il invite les détenteurs du NFT à ses conférences. Il organise, je sais plus comment il appelle ça, le V-Summit. La VCon. La VCon, exactement. Bien sûr. Donc c'est ouf, tu vois. Mais comme tu dis, il y a eu beaucoup d'opportunisme qui fait que ça a décrédibilisé les NFT. Et c'est Yes Theory, je crois, qui voulait financer un de leurs projets avec des NFT. Ils se sont pris un bâche par leur communauté. Parce que tout le monde leur dit, les gars, c'est un scam, vous essayez de nous voler de l'argent et tout. Alors que, comme tu le dis, la techno est incroyable. Mais elle est sous-exploitée. Elle est sous-exploitée. Même Gary Vee, tu vois, lui, c'est vraiment un des meilleurs et il fait un super truc. Il a créé un truc communautaire autour de tout ça et ça, c'est génial. Mais le fait d'avoir un NFT Gary Vee, en termes de techno, ça n'apporte rien. C'est-à-dire qu'il te vendrait une carte Pokémon sous blister, plus un... là, t'as quand même un asset digital, tu vois, que tu possèdes et tout ça. Dans ce cas-là, ça a de la valeur parce que Gary Vee est connu. Mais globalement, il a utilisé la techno à 1% de son potentiel, quoi. Complètement. J'ai l'impression, comme tu disais, Armand, qu'il y a une certaine part de l'audience, je dis l'audience de manière très générale, les gens en fait, la population, qui se dit justement les NFT, c'est un scam, ça sert à rien, je comprends pas pourquoi on y accorde autant d'importance, etc. Et qui justement peuvent bâcher un peu un créateur qui lui y croit et a envie de lancer un projet. Tu penses qu'est-ce qui manque en fait ? Pourquoi c'est pas encore généralisé ? Est-ce que c'est juste une question de temps parce qu'on est au tout début ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient faire qu'on passe dans une nouvelle ère et en fait ça devient ok de participer à cette économie ? C'est intéressant, elle est complexe ta question. Il
il y a un truc qui est ultra intéressant avec les NFT, c'est que ça a été adopté par deux populations complètement différentes. C'est-à-dire que d'un côté, tu as les gens les plus brillants de la planète qui sont en train de monter des boîtes Web3 hallucinantes, les géants de la tech, les ingénieurs chez Google, chez Facebook, dans les GAFA. Et de l'autre côté, tu as eu tous les marketeurs, Instagram, coach, gourou, LinkedIn, copywriter, tout ce que tu veux, tu vois, qui ont adopté ces trucs-là parce qu'ils se sont dit, ok, les mecs les plus intelligents s'y intéressent, donc nous, on va essayer d'en faire quelque chose, tu vois. Et ces mecs-là, ils ont créé vachement d'arnaques, des produits nazes, des formations, des ventes d'NFT, des clubs à abonnement, des choses comme ça. Je peux pas t'expliquer comment ça s'est fait, mais c'est un peu comme au début du dropshipping. C'est les mêmes populations qui s'en sont emparées parce que ça c'est perçu comme le nouvel Eldorado. Les cryptos augmentaient, il y avait un côté accessibilité avec le fait de pouvoir investir dans des trucs qu'on comprend, sauf qu'au final un an plus tard on se rend compte que c'est aussi compliqué que d'investir dans la bourse, dans l'immobilier et tout ça. Ça a créé un truc assez chaotique. Et dans l'esprit des gens, du coup, vu que la vision des mecs les plus intelligents qui créent des boîtes de ouf est pas encore visible, on ne retient du Web3 que les pseudo-gourous Instagram qui ont vendu des produits pourris. Moi, j'essaye de populariser, enfin de montrer et d'éduquer sur des cas d'usage très concrets. Mais un truc que je cite souvent, il y a une boîte qui s'appelle... il y a plusieurs boîtes qui font ça maintenant. En gros, ce qu'ils font, c'est que la façon dont fonctionne la taxe carbone, c'est que les entreprises qui produisent moins et donc polluent moins ont des espèces de tickets carbone qu'elles peuvent revendre aux entreprises qui polluent plus pour leur donner en fait l'autorisation légale de polluer plus. Et donc tu as un marché du carbone avec Total qui achète des tickets toute l'année pour polluer à donf. Seul problème, c'est que les entreprises qui polluent le moins, c'est souvent des petites structures. Et en fait, elles n'ont pas l'infrastructure légale pour vendre ces tickets à Total. Et du coup, tu as plein de tickets qui se perdent et en fait, c'est un manque à gagner pour ces boîtes, tu vois. Tu as des entrepreneurs brillants qui réfléchissent à ces sujets en ce moment même, tu vois, dans des boîtes aux US, peut-être en Europe aussi, mais c'est un peu moins probable. Et en fait, ils tokenisent les crédits carbone. Ils les tokenisent, ils les mettent sur une crypto-monnaie qu'ils vont créer eux-mêmes. Et en fait, ça permet à n'importe quelle boîte d'acheter et de revendre sur un marché du carbone, ce qui n'avait jamais été possible avant. Parce que c'était centralisé et que c'était limite au cas par cas avec les États, avec les monnaies des États. Il fallait que les entreprises s'achètent et vendent ça en monnaie locale. Et en fait, le fait de bitcoiniser ou en tout cas de numériser une monnaie du carbone, tu vois, c'est un cas d'usage de dingue qui va aider des millions et des millions d'entreprises. Et tu vois, des technos comme ça, on n'est pas au courant. Mais en fait, t'as des gens qui sont en train de créer ces trucs-là, quoi. Donc des cas d'usage, t'en as 10 millions. T'as ça, sur le droit, t'as plein de professions qui sont menacées aujourd'hui par la blockchain. Les avocats, les notaires, parce qu'en fait la blockchain peut servir de tiers de confiance, parce que dans la façon dont elle est créée, en fait, elle est tellement transparente et sécurisée qu'on peut se passer des intermédiaires. Et donc, dans 10 ans, je suis convaincu qu'on pourra acheter un bien sans avoir à passer chez le notaire. Et ça va faciliter la vie à plein de gens aussi, tu vois. Et genre, c'est ça les cas d'usage du Web3. C'est pas de lancer une collection de NFT pour ouvrir une communauté Discord et avoir une carte Pokémon, tu vois. C'est vrai. Ça me fait penser, en fait, même à Internet. J'ai l'impression que toutes les technologies de ce niveau-là, tu vois, qui ont vocation à l'avenir à changer le monde, elles passent par cette phase où, tu vois... T'as beaucoup d'opportunisme, plein de gens qui se lancent, t'as une sorte de pic, bulle Internet, elle éclate. Là, t'as plein de boîtes qui font faillite, qui étaient valorisées des millions, mais vraiment sur du vent. Et t'as un peu les survivants, donc les Yahoo, Google, Microsoft et compagnie qui survivent. Et sur le long terme, ils arrivent au bout de 20 ans à construire un vrai business pérenne. Et j'ai l'impression qu'il va se passer la même chose sur les cryptos. Alors, on peut ouvrir un débat et dire est-ce qu'on la bulle est passée ou pas passée. Mais globalement, j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette phase et que, tu vois, dans 10 ans, on rigolera un peu en regardant certains projets NFT ou certains projets crypto Web3. C'est clair. Mais qu'il y aura des applications concrètes. C'est clair. Et parfois, je pense que ce serait intéressant de voir, mais il y aura aussi des applications complètement invisibles. Ouais. Dans le sens où l'utilisateur s'en rendra même pas compte, et t'as la blockchain en dessous, quoi. Moi, je pense que le Web3 va être adopté massivement quand on parlera plus du Web3. C'est-à-dire qu'à la base, c'est des technos. Et en fait, les technos, elles ont toujours été là au service des utilisateurs.
C'est-à-dire que tu n'utilises pas Internet pour utiliser Internet. Tu utilises Internet pour trouver la recette du repas que tu vas manger le soir, pour contacter quelqu'un à l'autre bout du globe, mais tu t'en fous d'utiliser Internet. Ce que tu veux, c'est contacter la personne qui habite en Chine et que tu as envie de joindre. Donc ce sera exactement le même sujet. Oui, t'as pas besoin de savoir comment ça fonctionne non plus. D'ailleurs, tu sais pas comment on roule ta voiture, mais tu t'en sers tous les jours. Exactement. C'est le même concept. Exactement. Et c'est toujours le sujet de la valeur, quoi. C'est quelle valeur t'apportes. Comment tu fais pour te documenter sur le sujet? C'est quoi tes sources? Est-ce qu'il y a peut-être des gens que tu suis ou c'est des... parce que c'est un domaine qui est ultra nouveau. Donc je pense que ça dépend du niveau d'expertise, mais globalement, le parcours d'apprentissage dans le Web3, il est assez chaotique. C'est-à-dire qu'il faut être courageux et être un peu autodidacte, c'est-à-dire avoir envie de creuser un peu. Celui qui fait un taf formidable à démocratiser tout ça, c'est Asher sur YouTube. C'est un des papes français de la crypto. Entrepreneur ultra talentueux, ultra smart, qui fait ça depuis de longues années. Et ce type a vraiment créé des fortunes, parce qu'il a intéressé des gens à la crypto en 2013 peut-être, 2015, à l'époque où c'était vraiment bon marché. Et il y a plein de gens qui sont rentrés là-dedans grâce à lui. Et qui aujourd'hui le remercie tous les jours dans les commentaires. Grâce à toi, je me suis fait 15 millions sur les 10 dernières années. Voilà. Donc Asher, source d'infos canonissime et surtout décryptage. Du coup, ultra intéressant. Après, pour aller plus loin, il faut creuser. Il faut rejoindre des projets. Pourquoi pas acheter un NFT pour rejoindre une communauté? Bon, peut-être pas un VeeFriend parce que ça coûte cher. Si vous pouvez, faites-le. Je pense que c'est intéressant ce qui se passe là-dedans, mais rejoindre ces communautés-là, échanger avec les gens. Sur LinkedIn, contacter des gens qui sont dans des boîtes Web3, qui créent des solutions pour eux, dans des boîtes Web2 qui s'intéressent au Web3. Il y a un super blog, qui est le blog de Andreessen Horowitz, qui est un des plus gros fonds d'investissement US. Et c'est peut-être le plus sexy aujourd'hui aux États-Unis quand on est entrepreneur. Quand ils mettent un ticket dans ta boîte, a priori, ça va, t'es bien. Il y a du Uber, des trucs. C'est bon signe. Ouais, ils ont des boîtes colossales. Et eux, ils ont un blog sur le Web3 qui est incroyable. Article ultra concret, ultra intéressant. Tu vois tous les cas d'usage. Et ils sont vraiment customer-centric. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils sont pas là pour la techno, ils sont là pour les cas d'usage qu'on va pouvoir appliquer à la vie des gens. T'as le blog de Vitalik, qui est le fondateur de Ethereum. Très quali aussi. Il parle de tout. Il parle de choses extrêmement techniques. Il parle du dernier sac à dos qu'il s'est acheté pour faire de la rando. Donc voilà, il faut creuser, il faut se trouver soi-même ses sources, il faut suivre des gens sur Twitter. Mais globalement, ça va assez vite. Le premier mois est assez compliqué, mais quand tu passes ce cap-là, après, tu as tes sources d'infos et tu vois les gens qui créent des choses. Il faut comprendre ce que les gens créent. Et c'est ça qui est technique aujourd'hui. Est-ce que ça a eu un impact peut-être sur ta stratégie de créateur de contenu? Est-ce que tu t'es déjà dit... tiens, le monde est en train d'avancer dans cette direction. Comment moi j'essaie de me préparer peut-être et de penser à mon futur? C'est intéressant comme question. Moi, mon but avec TikTok et Insta, c'était toujours de partager un peu les raccourcis que les gens peuvent prendre pour avoir une vie plus riche, plus remplie, plus heureuse, tout ce que tu veux, mais globalement plus ambitieuse. Moi, j'ai deux convictions aujourd'hui, c'est que la passion economy, donc l'économie des créateurs, le sujet dont on parle depuis quoi, 1 heure peut-être, et le Web3, c'est les deux sujets qui permettent un rebattement des cartes total. C'est-à-dire que le Web3, c'est un monde où un gamin de 16 ans peut apprendre la vie, parce qu'il a compris comment ça marchait, il a commencé à coder sur son ordinateur. Et la passion economy, c'est un monde où n'importe qui peut prendre son téléphone et parler à 1 million de personnes. Et moi, c'est des sujets qui me fascinent. Et donc j'ai envie de partager ces outils-là à la communauté, à tout le monde. La creator economy, c'est plus simple à partager. Le Web3, vu que c'est technique et que même moi je suis encore assez jeune dans mon parcours du Web3 et que j'ai une grosse difficulté à populariser, enfin à synthétiser, disons, tout ce truc qui est assez technique et à le rendre accessible. Il y a un vrai challenge. Là, j'ai envie de pivoter mon contenu justement vers le Web3, ou du moins y toucher plus, parce que là, j'y touchais peut-être 1 fois par semaine. J'aimerais augmenter la proportion. Et justement, je suis en train de me creuser la tête cette semaine pour savoir comment est-ce que je vais faire pour intéresser les gens à quelque chose qui est aussi technique. L'axe auquel je suis en train de réfléchir,
Aujourd'hui, si tu fais un job dans le Web 2, que tu es product manager, que tu es développeur, que tu es marketing manager, si tu fais le même job dans le Web 3, tu peux être payé 30%, 50%, 100%, 200% plus dans le Web 3, justement parce que les entreprises galèrent à recruter. Et je pense qu'il y a beaucoup de contenu à faire là-dessus, sur le fait d'éduquer que même si tu veux pas être entrepreneur et que tu veux changer de job et avoir une vie plus heureuse, peut-être que dans le Web 3, tu peux le faire. Parce que tu es mieux payé, parce que c'est communautaire, parce que c'est des challenges incroyables, parce que tu es au début de quelque chose de grand, parce que c'est ultra flexible. Tu peux bosser depuis n'importe où, tu choisis tes horaires. Enfin, c'est vraiment un truc communautaire et une mentalité complètement différente. Et tu as plein de gens aux États-Unis qui sont en train de quitter leur job pour aller dans le Web 3. Tu as un phénomène qu'on appelle la Great Resignation. 75% des employés dans la tech disent qu'ils vont quitter leur job avant la fin de l'année. Enfin, dans les 12 prochains mois en tout cas. Combien le font? Il y a quand même un sujet. La data est hyper intéressante. Les entreprises n'ont jamais autant investi pour garder leur talent. Bien sûr. Ouais. En fait, post-Covid, on n'a plus envie des mêmes choses. Ouais. On a envie de liberté, on a envie d'être récompensé, on a envie d'être mieux payé, on a envie de bosser moins. Et c'est quelque chose que je comprends assez bien. Et en fait, le Web 3, ça peut être un Eldorado pour ces gens-là. Et donc, tu as des gros sujets là-dessus. Et justement, je me creuse la tête à essayer d'intéresser les gens à tout ça parce qu'il y a une opportunité massive qui est juste là, quoi. Tu t'es posé la question de peut-être avoir deux comptes, un compte où tu continues sur ton sujet et un compte où tu pars sur quelque chose de différent. C'est marrant que tu poses la question, je sais pas si tu étais au courant et que tu me tends une perche, ah non, mais j'ai un compte crypto. Ah ok. J'ai un compte crypto ça a bien démarré. Enfin, j'ai posté 3 vidéos et il y a peut-être 3000 abonnés dessus. D'accord. Mais en fait, j'aimerais bien shifter le compte principal. D'accord. Okay. Je suis aussi en train de monter un projet dans le Web3 justement sur tous ces sujets pour aider des gens à avoir une carrière plus heureuse et plus riche et plus flexible dans le Web3. Okay. Donc moi, ça devient un enjeu maintenant de pivoter un peu ce que je fais sur mon compte principal. Ok. T'as peur de perdre une partie de ton audience ou est-ce que t'appréhendes un peu ce qui va se passer? Ouais. Mais ça fait partie du jeu, je pense. Tu leur as demandé? Ouais. Il y a un énorme intérêt sur le Web3. Parce que c'est un sujet qui fascine et en fait les gens comprennent qu'il y a un truc qui se passe mais ils comprennent pas techniquement ce qui se passe et ils ont envie d'en savoir plus. Et moi j'ai toujours eu ce rôle de pont entre des idées un peu compliquées et les gens, et si je réussis à trouver une façon de le faire pour le Web3, je serais très content. Et en fait c'est assez marrant parce que c'est aussi ça la vie de créateur, c'est que tous les 2-3 mois t'es obligé de te réinventer, t'es obligé de repenser des formats. Vu qu'on est sur des formats très courts, des tendances très courtes, tu peux pas faire tourner les mêmes formats pendant un an. Ouais. T'es obligé de shifter tout le temps. Donc c'est un truc qui est assez inconfortable au début, parce que tu pensais avoir trouvé un Eldorado et en fait tu te rends compte 2 mois plus tard que ce format ne marche plus parce que trop de gens l'ont fait et que la tendance est passée et que ça n'intéresse plus personne. Et donc là la phase dans laquelle je suis, c'est une phase à laquelle tous les créateurs sont confrontés tous les 2-3 mois, quoi. Et t'as en tête là peut-être 1, 2 ou 3 formats que t'as testé ou que t'as adopté au fur et à mesure du temps? Interview à fond. Ok, donc ça c'est le nouveau format ou... Ouais, ça c'est des formats qui vont sortir. Okay. Je vais essayer d'aller interviewer des gens dans le Web3 qui font des trucs très cool pour essayer de partager tout ça. Un format awareness, c'est-à-dire montrer aux gens ce qui se passe dans le Web3. Vous êtes à tel job, si vous faites votre job dans le Web3, vous pouvez avoir tel salaire, être payé 2 fois plus, machin. Juste des stats, tu vois, montrer ce qui se passe et créer un truc un peu fascinant là-dedans. Et encore une fois, balancer les outils. C'est-à-dire, ok, maintenant que vous savez que vous pouvez être payé 2 fois plus dans le Web3 et que le PDG de telle boîte vous a fait un speech inspirant qui vous a inspiré, je vais vous expliquer comment faire, quoi. Ça me fait penser à quelque chose qui n'est pas forcément directement lié à ça, mais tu as des infos, des métriques, est-ce que tu traques est-ce que tu as quelque chose en tête à nous partager? L'impact d'un post sur peut-être l'adoption d'un produit. Est-ce que ça t'est arrivé de partager ta newsletter dans un post et de voir qu'une vidéo de 100 000 vues te faisait 1000 abonnés en plus, par exemple? C'est une bonne question. J'ai pas les métriques en tête. Je sais que je devrais les avoir, mais honnêtement, mon voyage TikTok-Instagram, ça a été un voyage où j'ai laissé les métriques vachement de côté. Là, je suis en train de les reprendre parce que je suis en train de reconstruire un vrai truc de vrai entrepreneur, vrai start-upper classique. Mais je pourrais pas te dire. Okay. Les chiffres, je les ai pas en tête. Je sais que ça a beaucoup d'impact. La newsletter, on a dû communiquer peut-être 5 fois dessus, sérieusement, disons. Et on est à
on est à plus de 8000 personnes qui la lisent tous les mois, donc ça va vite, tu vois, sur un format qui est pas évident parce que c'est du texte, et comparé à de la vidéo, c'est 1000 fois plus dur à appréhender. Mais ouais, c'est toujours très dur en fait de savoir quel est ton impact parce que ça dépend de plein de facteurs différents. Rentrer un mail, c'est quelque chose qui peut être compliqué. S'abonner, c'est beaucoup plus simple. Acheter un produit, c'est compliqué. S'abonner à un service digital, c'est un peu plus simple parce que c'est digital. Il y a trop de complexité. En fait, il faudrait mesurer des taux de conversion sur 10 000 choses différentes. Et ça, c'est pas évident. J'ai envie que tu nous parles d'un truc qui rassemble la création de contenu, les partenariats et d'une certaine manière la crypto, le Web3. C'est une de tes vidéos que j'ai vue juste avant, en train de préparer l'épisode, ton partenariat avec Tesla. Ouais. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Ils t'ont filé une Tesla ? Écoute, ça c'est ma fierté de l'année. C'est ouf. Non, mais justement, j'avais discuté avec des agents en soirée, on est devenus copains, on se buvait des coups et je leur dis... Des agents d'agences d'influence ? Agences d'influence. Ouais, okay. Et je leur disais, j'aimerais bien avoir une caisse. Et bon, à Paris, c'est un peu compliqué. Ouais. Et mon goal, ce serait une Tesla. J'aimerais tester de faire du contenu dessus. Ça me plairait beaucoup, quoi. En plus, je pense que les gens y réagiraient positivement dans l'audience. Il y a pas mal de questions autour de Tesla. Elon Musk, en termes de branding, tu sais, tous les youtubeurs ont eu leur Tesla. Et moi, c'est un produit qui m'intéresse vraiment, quoi. Et que je connaissais pas du tout parce que j'en ai jamais conduit. Et donc, j'ai cette agente qui me rappelle 3 semaines plus tard. Elle me dit, on a peut-être un truc pour toi. Il y a Tesla qui serait chaud pour tester un truc. Ils ont jamais vraiment fait de partenariat sur TikTok, sur Instagram, sur des formats courts, mais ils veulent essayer. Et en fait, tu pourrais être un peu le projet pilote, tu vois. Trop cool. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Tesla n'a jamais dépensé, mythe ou réalité, on ne sait pas, mais il dit ne pas avoir dépensé 1 euro en marketing. Et donc, ils ne rémunèrent pas les influenceurs. Et ils ne l'ont jamais fait. Ils t'invitent à des événements, ce qui est quand même un coût marketing. Donc Tesla dépense un peu en marketing, même si c'est un frais caché. Ils te rémunèrent pas, mais ils te passent une caisse. Parce qu'ils te prêtent. Ils te prêtent une caisse. Ok. Ouais. Non, ça, ce serait très bien. Ça serait vraiment très bien. Non, ils te prêtent une caisse et donc je me pointe là-bas, je rencontre le gars qui est très sympa. Il me fait toute la démo. La caisse est incroyable. T'as plein de... C'est hallucinant en fait. Ils ont pensé viralité dans le cœur même du produit, quoi. T'as plein de fonctionnalités virales. T'as un mode romance. C'est-à-dire que t'appuies, t'as un feu de bois, tu vois. T'as une petite musique de jazz un peu tranquille et tout. Et t'as les fenêtres qui se ferment. Enfin, t'as une ambiance romance, tu vois. Exactement. Et en fait, quand tu vois ça, tu peux pas t'empêcher de faire une story. Tu peux pas t'empêcher de faire un contenu dessus. Et les contenus ont bien marché. Parce qu'en fait, tout ça, c'est des choses qui sont vachement virales, qui sont codées dans le produit, qui font que t'as pas à dépenser 1 seul euro en marketing parce que les gens sont tellement fans du truc qu'ils vont faire toutes les stories du monde pour dire « Ah, regardez, j'ai un mode romance dans ma Tesla ». Et les vidéos, là, j'ai posté 3 vidéos sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Et ça a fait 6 millions de vues au total. Belle OP pour Tesla. Donc, belle OP gratuite pour Tesla. Ouais. Moi, j'étais super content parce qu'en fait, je voulais faire du contenu sur une Tesla et ça me faisait marrer. Et c'était pas brandé en mode merci Tesla, c'était formidable, tout ça. Et donc, tout le monde était content, tu vois. Et ça demande d'avoir un vraiment beau produit. C'est-à-dire que pour Tesla, c'est très simple de dire Bien sûr, ouais. Je vous prête une caisse, faites-vous plaisir avec. C'est plus compliqué pour le reste des marques, quoi. On fait la même avec un tracteur. On va te proposer un tracteur. C'est clair. Le mode romance. C'est des tracteurs Lamborghini, attention. Oui, c'est vrai. Non, mais en tout cas, un truc qui est quand même assez hallucinant, tu vois, et qui m'est resté en tête de tout ça, ça n'a rien à voir, mais ça m'a vachement intéressé, tu vois. Le mec te raconte qu'une voiture, à partir du moment où elle sort du garage, elle est obsolète. Parce que tu as déjà une nouvelle techno qui sort. Tu as des nouveaux amortisseurs, tu as des nouveaux moteurs, tu as des nouvelles fonctionnalités, tu vois. Une Tesla, tu as l'impression qu'ils ont vachement minimisé le hardware, qu'il est très peu présent, et que le software est extrêmement présent. C'est-à-dire que c'est un ordinateur sur roue. Et en fait, ce qui est fou, c'est que tous les mois, tu as une mise à jour. Et donc, constamment, tu as des clients qui, tous les 6 mois, gagnent 5% d'autonomie sur leur Tesla. C'est-à-dire qu'ils se réveillent un matin, ils ont un petit message en leur disant votre Tesla peut parcourir 50 km de plus parce qu'on a adapté le logiciel d'économiser d'énergie. Et maintenant, en vitesse de pointe, elle peut monter à 235 et non plus à 215. Et l'accélération a gagné 0,2 secondes, tu vois. Et donc, quand t'es client chez Tesla, tu travailles avec une petite surprise le matin, tu vois. La mise à jour a été faite, ta Tesla, elle va plus loin, plus vite. Et c'est fou comme truc. C'est-à-dire que
on peut garder les voitures beaucoup plus longtemps. T'as pas de frais d'entretien. Je suis en train de leur faire leur promo de ouf. Et j'étais vraiment convaincu, mais t'as beaucoup moins de frais d'entretien parce qu'en fait t'as beaucoup moins de pièces en mouvement. Ouais. C'est-à-dire que les moteurs électriques font qu'en fait des pièces qui cassent, il y en a beaucoup moins. L'entretien est piloté à distance, c'est-à-dire que tout est mesuré. Et donc tu vas faire l'entretien que quand tu sais que tu dois faire l'entretien. T'as pas de diagnostic au garage. Enfin c'est hallucinant l'intelligence du produit. En plus de coûter moins cher en termes de plein. En plus, au bout de 3-4 ans, je crois, pour l'écologie, ça récupère en fait la pollution faite par les batteries. Donc écologiquement, c'est quand même plus intéressant. Enfin, le truc coche toutes les cases, quoi. Ouais. Au crash test, c'est du 5 sur 5 partout. Enfin, c'est un produit masterclass, quoi. Tesla, si vous nous écoutez, prochain épisode, tourné dans une Tesla avec le mode romance. Faut qu'on fasse ça, ce serait trop bien. Dans une Tesla dans les catacombes. Non, c'est-à-dire que Tesla ont été très forts. Ils ont eu une OP gratuite et je serai certainement client, tu vois, très bientôt. Et je la paierai plein pot. C'est ouf. Et ils te l'ont prévendu en fait. Ils l'ont prévendu, ouais, exactement. Ça, Exactement. l'essai. Exactement. C'est très fort de leur part. Je vois qu'il est 16h13. Ok. C'est l'heure du goûter. C'est l'heure du goûter. On t'a préparé une petite surprise. Mais non. Attends, c'est quoi? C'est vraiment l'heure du goûter. C'est vraiment l'heure du goûter? On n'arrive pas trop à voir ce que c'est. Mais je pensais qu'il y Mais je aurait peux te donner le voice-over, c'est des fortune cookies fait maison. Et vous avez mis des trucs dedans. On a mis des trucs dedans. Bon là, tu vois, les papiers sont en train de se faire la malle. Vous êtes fort. Mais t'es pas obligé de les manger. Tu peux Ok. si tu le Ah. souhaites. Mais l'idée, c'est que tu peux en piocher un, deux, comme tu veux. Et essayer de je répondre prends le papier. Ouais. Et j'en mets partout, on s'en fout? Oui, oui. Ah, mais écoute, ça va. Et du coup, il y a une question top secrète à l'intérieur à laquelle on te laisse répondre. Le DM le plus chelou. C'est marrant parce que ça me rappelle une histoire en tête. J'ai un mec un jour en fait j'avais fait une OP avec une plateforme de trading en ligne. Super OP, très bien déroulé, c'était très sympa, le produit est très bon, super onboarding et tout ça. Et je reçois un message d'un mec en Belgique et il me dit je pars vivre en Afrique l'année prochaine et en fait j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à hacker le système bancaire africain. Et le mec, en fait, il me raconte qu'il veut trouver des associés pour hacker des banques en Afrique, tu vois. Et il pensait que j'étais la bonne personne et que me DM sur Instagram était le bon canal d'acquisition, tu vois, pour trouver un hacker de banque pour l'Afrique, tu vois. Mais hacker en mode piraterie, le mec il voulait. Il voulait que je hack des systèmes bancaires pour lui et qu'on fasse moitié-moitié, c'est-à-dire que la proposition était très concrète, tu vois, il avait déjà réfléchi sur la rémunération, qu'on ferait moitié-moitié et tout ça. Et donc ça, c'était un texto assez pépite. Très très drôle. Ouais. Tu as dit oui, du coup, j'imagine, à cette belle proposition. Évidemment. Pas mal. Bon, pour le coup, quand on s'est mis sur la question des le plus chelou, on s'attendait pas à un truc du genre. Donc, très Non, mais moi, j'ai toujours des propositions très concrètes parce que je partage des sujets très concrets, quoi. Ok. Donc ça, c'était un bel épisode. Ouais. Et t'as en tête un partenariat qui était vraiment mais super éloigné de ce que tu proposes, de ta ligne édito. Des yaourts peut-être? Des yaourts. Là, j'ai fait un partenariat avec une de ces services de livraison qui te... Ouais. Bon, il y en a plein, du coup, je vais pas les citer, mais qui te livrent la bouffe en 15 minutes chez toi. Donc ça, c'était globalement le plus éloigné. Ouais. Il y a rien de formidable dans cette histoire, tu vois, mais... En fait, ce qui est assez marrant, c'est que tu trouves toujours un sens. Et tu trouves toujours une façon de le relier à tes lignes édito, tu vois. Moi, je déteste faire les courses et je déteste perdre du temps. Et 30 minutes passées à faire les courses, je préfère lire des articles sur le Web3, tu vois, et avoir un peu plus de temps ou dormir 30 minutes de plus pour être plus performant, tu vois. Ouais. Donc, ce qui est assez marrant, c'est que tu peux tout relier à peu près n'importe quel sujet. Donc, les partenariats sont jamais... Non, j'ai pas reçu de... Si, j'ai reçu des tons... C'est bon. J'ai reçu des tondeuses pour animaux, pour bétail. Vraiment? Ouais. Pour bétail, carrément. Pour bétail. Pour ton petit chat à Pour la bétail. maison, quoi. Pour bétail. J'imagine qu'ils voulaient que j'utilise sur un chien ou un animal à la maison, tu vois. Mais non, vraiment tondeuse pour agriculteurs, pour tondre tes moutons, tu vois. À quel moment ils se sont dit, tiens, ce mec est un bon client pour... Et non, mais il payait vachement bien. Et du coup, c'était mais vraiment bien. Du coup, c'était dur de dire non. Il y a peut-être un truc à faire, tu sais, je tourne mes potes avec une tondeuse à Non, mais bétail. j'ai réfléchi à des trucs, mais je me suis dit, c'est pas possible, tu vois. C'est pas sérieux. On prend le contact, si tu veux, je peux tondre Max une tondeuse à bétail. Je t'enverrai le mail. Énorme, c'est trop Je drôle. te ferai l'intro. Trop drôle. J'adore. Je continue à piocher? Si tu le veux bien, ouais. Vas-y. Écoute, j'aime bien les petits jeux, moi, comme ça. Je crois que t'en as plus. Ouais, oui, voilà. Très bien. Vas-y.
100K sur YouTube ou 1 million sur TikTok? 1 million sur TikTok direct. Moi, je prêche ma paroisse. Ah ouais? Ok. Oui, pour la seule raison que je pense que TikTok est plus armé aujourd'hui pour le monde tel qu'il est aujourd'hui, tu vois. Le fait que les gens ont un temps d'attention plus court, regardent du contenu plus court. Et globalement, quand tu regardes les stats de croissance de TikTok versus YouTube, tu te dis que c'est TikTok qui est en train de créer le futur. Et même si 1 million d'abonnés sur TikTok valent peut-être pas, ou sont kiff-kiff avec 100 000 abonnés sur YouTube, j'adore le format court. Ouais. Parce que c'est un format qui permet à un gars comme moi, qui est entrepreneur, qui veut pas y passer non plus toute sa vie, de faire du contenu à forte valeur ajoutée en 45 secondes. C'est-à-dire que pour balancer de la valeur pendant 15 minutes sur une vidéo YouTube, t'as intérêt à bien la préparer ta vidéo. T'as une journée de montage, une journée d'écriture, une journée de tournage, de prod. TikTok, forever. Très intéressant parce que cette question, je pense qu'elle elle a germé en nous parce qu'on l'a vu poser sur le compte de Colin & Samir, que Ouais. tu vois aussi, j'imagine. Il l'avait posé en sondage sur YouTube, moi je l'avais vu. Et donc il y avait plusieurs questions. Il y avait 100K YouTube ou 1 million TikTok. Et il y avait la même chose avec 10K vs 100K et 1 million vs 10 millions, etc. Et dans chacun des cas, tout le monde disait YouTube. tout le monde disait YouTube. Après, le sondage était sur YouTube. Exactement. Et c'est ce que j'allais dire. Mais toujours est-il que dans l'esprit un petit peu collectif, le 1 million TikTok, c'est trop facile à avoir, tout le monde peut l'avoir, ça a moins de valeur, tu vois. Mais c'est clair. C'est dévalorisé. C'est clair. T'as plus de la moitié des enfants aux États-Unis qui veulent devenir youtubeurs. C'est passé devant astronaute. C'est le métier le plus hype aujourd'hui aux US, mais ils veulent devenir youtubeurs. Ils veulent pas devenir influenceurs, tu vois. Et en fait, youtubeur, c'est un vrai métier. Moi, je me suis posé la question il y a quelques mois de est-ce que je vais faire du YouTube, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'enlèverait une liberté de fou, parce que ça me prendrait trop de temps, et que c'est un métier à part. Aujourd'hui, YouTube... On peut pas connaître tes pratiques. Terrible. C'est la fatigue, là, ça fait 1h30. YouTube est devenu vachement premium. J'adore ton petit rire. Je reste impassible. À moitié. YouTube est devenu vachement premium. Et en fait, ça demande beaucoup de moyens pour se lancer dessus. Ouais. Je sais pas si je dois le dire. Je sens que vous n'allez pas y arriver, là. Non, mais je suis en train de me dire, faudrait qu'on fasse une vidéo où on dit sciemment YouTube. Avec l'accent un peu français. Je pense que ça pourrait très bien marcher. En vrai, de ouf. Tu voulais ton accroche pour le podcast. Grave. Tu l'as. YouTube, allez. Bienvenue sur YouTube. Et mais, du coup, j'ai perdu la question qui était peut-être un peu plus intéressante. Ouais, je suis désolé. TikTok, il y a 2 ans, n'existait pas. Pour le commun des mortels, un petit ouais. peu le trait. Ouais. Est-ce que tu te dis quand même, potentiellement, dans 2 ans, ça n'existe plus, il y a un autre truc, peut-être Web3, une sorte de plateforme décentralisée, Ouais. et il faut que je reste alerte et que je fasse attention. C'est ultra intéressant. En tant que créateur, tu dois toujours être alerte sur les prochaines plateformes qui arrivent. Parce qu'un truc qu'il faut comprendre avec les plateformes, c'est qu'il faut être au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire que tu veux grossir avec la plateforme. Ouais. Tu veux pas arriver sur YouTube aujourd'hui alors que toutes les audiences sont déjà créées, fidélisées. Tu peux le faire, mais c'est 10 fois plus compliqué. C'est pour ça que c'est aussi simple aujourd'hui d'avoir 1 million d'abonnés sur TikTok. Dans 2-3 ans, ce sera plus le cas. Là, t'as Biril qui est en train d'exploser aux US. C'est la première app téléchargée aux US là ce mois-ci. T'as Youbo, qui est un réseau français social, réseau social français qui est en train de percer aux US aussi. Je pense que tu dois rester alerte sur ces choses-là. Après, je pense que TikTok a une énorme longueur d'avance. Et surtout, ils sont très très forts. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont une force de frappe hallucinante. C'est une entreprise qui a été pensée à la chinoise. Genre quand ils sont arrivés en France, on leur a pris des bureaux avec 500 places dedans, alors qu'il n'y avait personne. Ils ont commencé à embaucher à Bâle, alors que TikTok arrivait à peine en France et il n'y avait même pas encore de clients. En fait, ils l'ont fait à la chinoise. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de cash, beaucoup d'argent, et en fait, quand ils prennent un marché, ils le prennent vraiment, tu vois. Et ils mettent les moyens. Blague pas. Et ils se posent pas la question de est-ce qu'on utilise l'argent efficacement. Juste, on va mettre plus que tous les autres, on va aller plus fort que tous les autres, et ça marchera à la fin. Aux États-Unis, on a cette culture du focus, c'est-à-dire on dépense 1 euro pour avoir tel résultat. En Chine, beaucoup moins. Ils aiment les super apps. Moi, je pense que dans 2 ans, on pourra commander un Uber sur TikTok. Ouais. Et beaucoup d'autres choses. Faire son pressing, commander sa bouffe après avoir vu la recette d'un influenceur food.
le live shopping, le téléachat. En Chine, ils sont super forts pour faire des super apps, comme ils appellent. Une app qui fait tout. Tu vois, sur sûr. WeChat, ils ont cette culture-là, en fait. Et le Douyin, le pendant chinois de TikTok, il est déjà tellement plus avancé, tellement plus développé que ce qu'on a ici en Occident. Et moi, je suis hyper curieux, moi, de voir où en sera TikTok dans 2 ans, parce que ce rythme-là, il y a tellement de choses qui vont arriver, c'est assez impressionnant. Et puis des TikTok, il y en aura plein d'autres. Peut-être pas sur les réseaux sociaux, mais en fait, des boîtes chinoises, on va en avoir sur beaucoup de choses qui seront tout aussi fortes. Parce qu'ils ont une force de frappe qui est hallucinante et qui grandit chaque mois. Ouais. Donc, faut se préparer à ça, quoi. Un très bon exemple, c'est, comment ça s'appelle, Arc ? Spark. L'outil, l'équivalent Slack qui a été créé par... l'Arc ? Ouais, l'Arc, pardon. Je connais pas. Donc en gros, tu peux nous raconter, Max, un peu, vu que t'étais dans la machine TikTok. En gros, juste quand j'étais chez TikTok, l'outil de messagerie interne, notre Slack, en fait, ça s'appelait l'Arc. Okay. Ça ressemblait à un mix de Slack, mais ça intégrait aussi toute la composante suite Office, ça remplaçait Zoom. Enfin, c'était vraiment une super app qui fait tout pour la productivité au travail. Et c'est une app qui est développée par ByteDance, donc le boss la boîte à qui appartient TikTok. Et ça, ils sont en train de le développer en Asie principalement. Mais potentiellement, demain, c'est un concurrent en gros de Microsoft Teams et toute la suite, ou Google Office et toute la suite qui va avec. Et le tool c'était la super app, mais version du boulot, quoi. Qui fait un peu tout. Qui était ultra bien foutu et qu'on kiffait tous utiliser en interne. C'est ouf. Qui changeait un peu des... C'est-à-dire qu'avant, ils n'avaient pas la culture de l'UX. De l'expérience utilisateur et maintenant ils l'ont. D'utiliser des produits chinois il y a 2 ans, c'était un enfer, tu vois. Maintenant ils sont devenus meilleurs que tout le monde, donc il va falloir qu'on suive, nous, entrepreneurs européens. C'est clair. Est-ce que tu as encore d'autres questions en tête, mon cher Armand ? Je serais curieux de savoir si tu as peut-être un mot à nous dire sur l'outsourcing du montage. À quel moment est-ce que tu l'as fait et l'impact que ça a eu pour toi ? Moi, mes montages sont assez simples à faire. Du coup, j'ai embauché quelqu'un de la communauté. C'est-à-dire que j'ai posté des offres d'emploi. C'était assez marrant comme moment. Venez bosser avec moi, freelance, 2 heures par jour max. J'ai eu 170 CV en 24 heures après avoir posté juste une story. Donc les gens ont vraiment, vraiment, vraiment envie de bosser, en tout cas. J'ai des entreprises qui m'ont contacté en mode c'est dingue que tu aies eu 70 CV, nous on galère à recruter, on cherche des gens. Du coup j'ai mis en contact des gens avec des entreprises. Je pense qu'il y en a qui ont été recrutés et tout ça, donc c'est assez cool. J'ai trouvé quelqu'un qui était top. J'ai bossé avec 3 personnes différentes du coup, parce que c'était souvent des étudiants qui voulaient faire ça en plus de leurs études pour gagner un peu d'argent à la fin du mois, en bossant 2 heures par jour, tu vois. Et en fait ça te donne une liberté de dingue. C'est-à-dire que t'es plus en flux tendu à devoir faire tes montages soit à l'avance, soit le jour même, mais poster tous les jours. C'est-à-dire que là, tu as quelqu'un qui monte pour toi, qui choisit la description, la miniature, et qui va poster pour toi. Et en fait, ça fait que tu peux prendre vachement de recul vis-à-vis de ton tel. Tu sais que lundi soir, a priori, tu as fini le job. Sauf OP ou gros session de crise que tu dois gérer. En fait, tu sais que le lundi soir, tu as une personne sur qui tu peux compter et qui peut gérer ça. Et un truc qui est assez dur quand t'es créateur, c'est justement cette charge mentale de devoir être présent tous les jours. Et le fait d'avoir quelqu'un qui fait ça pour toi, en fait, ça te permet de désactiver le truc. Surtout sur du contenu court. Parce que tu dois être présent quand même quotidiennement. Et genre moi, ça m'a vachement libéré, tu vois, de plus regarder TikTok. De plus être tout le temps à l'affût des tendances, de plus poster mes vidéos, et surtout de pas regarder mes stats, parce qu'en fait tu les regardes tous les jours. Là j'avais quelqu'un qui les regardait pour moi et qui me disait à la fin de la semaine, bah voilà, on a fait ça. Donc moi je disais ok, bon bah je pense qu'on va axer plus le contenu là-dessus, on prenait des décisions un peu stratégiques, mais tu vois, on gagnait beaucoup de temps là-dessus, et en fait tu ressors un peu de tu prends un peu de la distance par rapport à cette addiction que t'as en tant que créateur vis-à-vis de tes stats, vis-à-vis de la vidéo qui a bien marché, et je pense que cette distance elle est nécessaire, tu vois, pour faire du bon contenu. Parce que ça te libère la tête, ça te permet de kiffer ce que tu fais parce que t'es moins en réaction tout le temps à ce que tu vois sur l'application, aux stats, aux réactions des gens. Et puis ça te libère du temps. Et en fait, au plus t'as de temps, au plus t'es créatif. Parce que c'est quand même un job de créatif. Faut avoir les bonnes idées, faut trouver les bons formats, faut sentir les tendances. Il y a beaucoup d'intuition, c'est assez dur de mettre des règles écrites dans le marbre, tu vois.
Et donc, grosse liberté sur les 6 derniers mois où j'ai bossé avec quelqu'un qui a monté pour moi et qui a publié pour moi. Je sais pas si tu peux nous dire, et si c'est ok de le dire, mais je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent de se projeter. Combien ça coûte une vidéo à monter? Combien tu... Vachement variable. J'ai reçu plein de propositions sur plein de trucs. Il y avait des gens qui me voulaient 3 balles, tu vois, par vidéo. Il y en a qui en demandaient 30. Moi, je bossais sur un package freelance. Je le rémunérais genre 500 balles, tu vois, par mois. C'était variable, c'était entre 1 heure et 3 heures de boulot les jours de la semaine, tu vois. Et je pense que ça dépend de la complexité du montage. Moi, c'est très simple à faire. Parce qu'en fait, on avait un process qui était vachement lean, où mes vidéos étaient presque prémontées. Tu avais juste à les assembler, mettre une musique par-dessus. Moi, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de visuel, il n'y a rien. C'est juste ma tête et je présente quelque chose, tu vois. Donc ça simplifie vachement la façon de faire. Je pense que je pourrais pas vous partager les meilleures leçons, tu vois, en termes de... Est-ce que tu l'as formé, cette personne? Tu lui as dit, on s'assoit, je monte 5 vidéos avec toi C'est ça. Mais en une semaine, elle était OP. Ok. Ouais. OP à fond. Donc relativement assez simple à mettre en place, et Super ça simple. t'a vraiment changé la vie. J'exagère peut-être, mais... Non, mais ça m'a vraiment changé la vie, pour le coup. Ouais. Ok. Trop cool. Bah écoute, je pense qu'on va pouvoir gentiment glisser vers la fin de l'épisode. Je vois qu'il est 16h30, le goûter est passé. On a une petite dernière question à te poser. Selon toi, s'il y a une personne qu'on devrait inviter sur ce podcast, ce serait qui? Il y en a plein. Créateur? Ouais. Qui pourrait discuter créateur économie avec nous comme tu le fais. Créateur, je pense que Oussama Hamar en ce moment c'est un bon sujet parce que l'affaire est encore chaude et il y a beaucoup de choses à apprendre de ça, quoi. Donc gros sujet, mais il faut l'inviter vite. Ouais. Parce que dans quelques semaines l'affaire retombera un peu, donc ce sera moins intéressant. En tant que créateur pur et dur, Anton Raka qui fait des putains de vidéos scénarisées à fond, gros montage, pas du tout la même façon de travailler que moi. Parce que moi, du coup, je suis sur du format court, éducatif. Lui, c'est vraiment du storytelling poussé à l'extrême. Ouais. Et il est très fort là-dedans. Donc, je pense que ce sera vachement différent de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Puis, il me semble que vous avez déjà eu des beaux noms aussi. Ouais, on a eu des beaux noms et on en a quelques-uns de prévus encore. Mais Antion, si tu nous écoutes, on te veut sur le podcast. Ouais, carrément, en vrai, on peut contacter, ça peut être une bonne idée. Ouais. Je pense que l'aspect... il a presque un regard cinématographique, en fait, par rapport à TikTok. Exactement. Lui, je pense qu'il peut avoir des choses Exactement, hyper intéressantes à raconter. il a présenté le Festival de Cannes pour TikTok. Ouais, j'ai vu. Et donc, c'est un peu le visage cinématographique de TikTok, tu vois. Ouais, c'est assez intéressant parce que c'est vachement différent de ce que je fais, quoi. Ouais. Trop cool. Ben, en tout cas, un grand merci à toi, Dorian, pour ton temps. Franchement, ça a été un plaisir de te rencontrer il y a quelques mois, un plaisir de t'avoir sur ce podcast. Et c'était un plaisir de discuter avec toi. Merci aussi à ceux qui nous ont écoutés pendant, je crois, à peu près un peu plus d'1 heure et demie. Si on peut prendre 1 ou 2 minutes de votre temps supplémentaire, ce serait d'aller vous demander de mettre un avis sur votre plateforme de podcast préférée, Spotify ou Apple Podcast ou autre. Ça nous ferait très plaisir et ça nous permettrait d'émerger en tant que podcast sur la creator economy que vous affectionnez autant si vous êtes encore là après 1 heure et demie. Et voilà, merci à tous. Et Armand, un mot de la fin ou Dorian? Merci beaucoup, Dorian. Ravi d'avoir passé ce temps avec toi. Et puis, à plus pour de nouvelles aventures. Et on va suivre de près ce que tu fais dans le Web3.